Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Phéros. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Phéros intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. C'est vrai qu'avec Vincent, ça fait un moment qu'on cherche un invité. On a la chance de recevoir Kevin aujourd'hui. Donc déjà, un grand merci Kevin d'avoir répondu à notre invitation. Ben, merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Et bien, toujours accompagné de Vincent de la team 1000%. Une petite pensée aussi pour le Pierrot qui est pas là et pour de bonnes raisons. On dira ça peut-être plus tard. Ça va, Vincent? Ça va, je suis impatient pour, ce week-end, pour voir Pierre en action. On n'en dira pas plus. Mais en tout Un cas, peu de suspense. pour nos auditeurs, en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'hypnose, d'auto-hypnose peut-être. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Kevin nous le dira. Donc, c'est vrai que tu es un expert du domaine. Donc, on parlera de tous les impacts que ça peut avoir, peut-être sur la santé mentale, les addictions. Il y a aussi, je crois, une petite partie qui serait intéressante peut-être sur les rêves, mais peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode. On verra ça par la suite. Donc, on va te laisser tranquillement te présenter, Kevin. Et encore un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh ben, merci. Alors, c'est toujours difficile de se présenter, je trouve. Moi, ce qui me passionne, c'est la question de l'hypnose et des états de conscience. Donc, je pratique depuis très longtemps maintenant, puisque j'ai commencé tout jeune, à la fois en tant que praticien, accompagnant, et en ayant créé aussi un institut de formation qui s'appelle l'Arche, où on forme énormément de personnes qui pratiquent l'hypnose. Et cet institut est aussi un centre de recherche où on fait de la recherche en neurosciences et en psychologie cognitive, avec vraiment la question justement de mieux comprendre l'hypnose, les états de conscience, tout ce qu'on peut faire avec. C'est un domaine qui est encore assez mystérieux, parce que la science, même si ça fait un siècle qu'il y a de la recherche dessus, est encore pleine de questions, et donc on essaie de faire avancer ces questions-là pour mieux pratiquer. Mais ça va être intéressant parce que même, je pense que nous, Vincent et moi, typiquement, on a deux profils complètement différents. C'est vrai que moi, c'est pas trop quelque chose sur lequel je suis encore allé chercher, j'ai pas trop approfondi. Je sais que Vincent, ça fait quelques années maintenant qu'il tend un petit peu vers ça. Donc, ça sera justement intéressant pour les auditeurs d'écouter le côté aussi de Vincent qui va donner son expertise, son côté un petit peu terrain qu'il cherche à développer, et moi, le côté complètement débutant amateur. Donc, qui seront des C'est questions un parfait. peu plus pratiques. Donc, Kevin, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu parles d'éveil, conscience d'éveil, d'hypnose, comment on s'y retrouve dans tout ça? C'est vrai que pour les auditeurs, pour moi notamment, hein, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Comment tu pourrais nous résumer un petit peu ton fonctionnement, sur quoi tu agis et comment tu agis? Comment ça se passe en fait, tout simplement? En fait, on va faire un petit pas de côté parce que le mot hypnose, souvent, il crée pas mal de malentendus. Ce qui est intéressant, c'est d'aller du côté de la question des états de conscience. Je crois pas avoir parlé d'éveil, mais en tout cas, on pourrait dire que on a tous dans notre vie de tous les jours des états de conscience qui nous définissent un petit peu nous-mêmes. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes dans un état normalement à peu près ordinaire. Et puis, on a des décalages dans nos états de conscience. Parfois, on est très focus sur quelque chose. Parfois, on est un peu rêveur. Quelquefois, on va avoir
un état émotionnel particulier qui va faire qu'on n'est pas tout à fait la même personne. Le sommeil est aussi un autre état de conscience. On pourrait parler des états méditatifs, etc. Peut-être qu'on abordera aussi ces sujets-là. En tout cas, il y a plein d'états de conscience qui peuvent exister. Et pendant longtemps, on a pensé que l'hypnose c'était un de ces états de conscience, comme s'il y avait imaginez une carte et puis il y avait un endroit qui s'appellerait l'hypnose. Et ça fait assez longtemps que ce mot-là existe, mais ça fait même encore plus longtemps qu'on crée des expériences qui ressemblent à de l'hypnose. C'est quelque chose qui est très ancien dans l'humanité. Mais à partir du XVIIIe siècle, il y a des gens qui ont essayé de comprendre ces phénomènes-là de manière un peu plus scientifique, un peu plus précise, et qui se sont dit qu'il y avait un état de conscience particulier, et qu'on pouvait essayer de mieux le comprendre, qu'on pouvait essayer aussi de mieux l'atteindre. Et puis on s'est aperçu avec le temps, avec la recherche justement, qu'en fait l'hypnose était non pas un état de conscience, mais une sorte de véhicule qui permettait de modifier, de moduler nos états de conscience. Donc qui nous permet d'atteindre différents états qui d'habitude sont un petit peu difficiles d'accès. Il y a des états d'hypnose par exemple qui vont permettre de l'anesthésie. On le voit dans les blocs opératoires où il y a des opérations sous hypnose qui sont pratiquées. Donc certains états vont avoir une modulation de la perception du corps. Puis il y a d'autres états qui vont stimuler notre créativité. Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, on pourrait dire que l'hypnose, c'est vraiment ça. C'est apprendre à piloter nos états de conscience. Et toi, excuse-moi Vincent, toi, pour juste nos auditeurs, c'est vrai par rapport à ta formation, enfin, tu es formateur, comment ça se passe? Quels sont les profils de gens qui viennent se former pour comprendre un petit peu ton environnement et les gens que tu côtoies? En fait, moi, je forme avant tout des gens qui sont des accompagnants. Alors, c'est au sens large. Ça va du côté médical avec des médecins, des infirmières qui vont apprendre de l'hypnose pour pratiquer dans leur métier. Et puis des personnes qui sont psychothérapeutes, coachs ou accompagnants et qui vont, eux, accompagner des personnes dans différentes problématiques de vie. Avec l'hypnose, en fait, c'est un outil qui est transverse, donc on peut agir sur pas mal de choses. On peut agir sur tout ce qui est comportemental, sur tout ce qui est émotionnel. On va aussi travailler quelquefois sur l'histoire de vie des personnes, pour travailler par exemple sur du psychotrauma ou sur des fonctionnements un peu automatisés comme les compulsions. Donc les gens qui viennent se former viennent apprendre des outils, puis après ils vont les pratiquer selon leur domaine d'application. Mais c'est vrai que les gens qui viennent se former travaillent aussi bien avec des sportifs de haut niveau qu'avec des personnes qui ont besoin d'apprendre mieux, ou des personnes qui sont dans une situation de stress extrême post-traumatique, par exemple. Donc c'est assez large. Il y a beaucoup de publics qui viennent aujourd'hui se former à l'hypnose parce que la pratique c'est quand même bien démocratisé. Et moi dans mon école, on les prend souvent sur les bases de l'hypnose. Et puis quand ils vont sur les niveaux avancés, c'est pour travailler sur des choses qui sont parfois un petit peu plus complexes, justement comme le psychotrauma. Vincent, je crois que tu as une question. Et comment tu définis l'hypnose et l'auto-hypnose? Est-ce qu'il y a une différence de le faire tout seul ou de se faire guider, de prendre appui sur un thérapeute ou sur un praticien? En fait, c'est la même chose, mais il y a une différence de manière de pratiquer. L'hypnose, je disais, c'est créer pour quelqu'un un état de conscience spécifique. On peut se le faire à soi-même, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas obligé d'être hypnotisé. Souvent, on a l'image populaire de l'hypnose comme quelque chose qu'on nous imposerait, comme quelque chose qui serait une sorte de pouvoir de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est pas du tout le cas. L'hypnose, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre, mais donc on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui nous le fait. On peut apprendre à se le faire. C'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Donc ça, c'est possible et c'est quasiment les mêmes techniques. Par contre, il y a une différence sur les domaines d'application. Dès qu'on est dans du thérapeutique, se faire de l'autothérapie, quelque part, c'est assez complexe parce qu'on n'est pas forcément très lucide sur soi-même. C'est là qu'un accompagnant, il va être à la fois formé à l'hypnose, mais aussi à des méthodes d'accompagnement qui vont lui permettre de nous amener là où on a besoin de travailler. Donc le fait d'être accompagné, c'est surtout dans le domaine thérapeutique. Mais sinon, l'auto-hypnose permet d'explorer énormément de choses, énormément d'états qui sont des états vraiment passionnants. Et c'est une voie d'exploration et de connaissance de soi qui est assez incroyable. Et c'est vrai que pour nous, par exemple, typiquement pour nos auditeurs, c'est vrai que je pense que ceux qui vont nous écouter et qui sont notre communauté à 95% ne font pas de l'auto-hypnose. Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour le grand public? Et si oui, lequel ça pourrait être? En fait, il y aurait intérêt pour tout le monde, je pense, au fond, de savoir piloter ses états de conscience. L'idée, elle est toute simple, c'est que notre cerveau, il fonctionne bien, mais on nous a jamais appris à vraiment bien le faire fonctionner. Donc, on a souvent des comportements empiriques avec notre cerveau. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu sais te concentrer sur commande ou augmenter ton niveau de confiance quand on a besoin, t'endormir quand c'est le moment de s'endormir, quel que soit ton état de stress, il y a très peu de gens qui vont savoir dire oui à ça. Accéder à sa créativité ou autre. Il y a plein de possibilités qu'on a, nous, en permanence, en tant qu'être humain, mais la plupart du temps, elles sont pas faciles d'accès, ces possibilités-là. Surtout si on n'est pas dans les conditions optimales. Et en fait, piloter ces états de conscience, ça veut dire trouver le chemin qui nous permet d'accéder à des capacités, à des possibilités de nous-mêmes,
même quand les conditions sont pas idéales. Donc, par exemple, j'ai vécu une journée un petit peu stressante et je cogite beaucoup avant de dormir. Eh bien, en fait, c'est un état de conscience, c'est un état où je suis très activé. Si j'arrive à piloter mes états de conscience, je peux m'amener dans un état où, au contraire, je vais pouvoir m'apaiser, m'assoupir assez rapidement et avoir une nuit récupératrice. Donc, c'est vraiment une sorte de mode d'emploi pour le cerveau, au fond, la question de l'hypnose. Donc vraiment sur le cerveau, la concentration, le fait de se relâcher et également est-ce qu'il peut y avoir un impact sur peut-être la performance aussi? Est-ce qu'il y a si on a des sportifs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être aussi applicables? Bien sûr, oui. En fait, il y a pas mal aujourd'hui dans la préparation mentale. L'hypnose, c'est un outil qui s'est pas mal diffusé. En France, c'est un peu plus récent, mais il y a pas mal de pays où c'est beaucoup plus courant. Et c'est une aide, en tout cas, à l'optimisation, l'hypnose. Donc, on va pouvoir notamment agir sur tout ce qui est mental, sur tout ce qui est comportemental aussi, que ça soit travailler sur la récupération, que ça soit travailler aussi sur les états de concentration, les états de flow. L'idée, ça va être de stimuler les états qu'une personne a besoin d'avoir à un moment donné. Donc, il y a plein de cas, en effet, où on peut travailler avec de l'hypnose. Souvent, la demande, c'est tout ce qui est optimisation. Par exemple, savoir me mettre dans une bulle quand j'en ai besoin, savoir rester focus même quand il y a une difficulté, retrouver mes moyens quand j'ai perdu mes moyens. Enfin, voilà, il y a plein de demandes qui sont autour de ça sur lesquelles on peut travailler avec l'hypnose. Oui. Et souvent, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'hypnose vient pas développer des nouvelles capacités, elle vient simplement nous connecter à ce qu'on sait déjà faire, mais qui n'est pas facilement disponible. Donc, par exemple, quelqu'un qui va dire, moi, de temps en temps, j'arrive à être dans ma performance et quelquefois non. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui l'empêche de trouver le trajet pour y aller à certains moments. Et on va l'aider à retrouver ce trajet plus facilement pour que ça soit facile d'accès au moment où il y en aura besoin. Par exemple, une compétition. Tu vois, moi, je commence à pratiquer la méditation Mhm. et pour moi, c'est accéder à des états de conscience modifiés. Bien sûr, oui. J'ai du mal à voir la différence et je t'ai déjà posé la question en off, mais tu pourras l'exprimer ici. Et j'ai l'impression que l'hypnose, il y a une façon d'accéder à l'inconscient. Tu vois, il y a une façon d'accéder à des états de conscience modifiés, mais il y a aussi cette notion de toucher à l'inconscient. Voilà, est-ce que tu pourrais définir un petit peu tout ça? Pour moi, il y a une différence de nature entre méditation et hypnose. La méditation, traditionnellement, c'est fait pour atteindre, enfin, c'est même pas fait pour atteindre quelque chose, c'est une voie d'éveil, normalement, la méditation, dans les traditions qui ont créé ces disciplines-là. Nous, en Occident, on a un petit peu dévoyé parce qu'on a remarqué que ça faisait du bien, et on a remarqué que ça pouvait notamment gérer le stress et tout ça. Mais c'est presque un dévoiement de la méditation. En fait, la plupart des gens qui disent faire de la méditation font une version très, très modifiée de la méditation. À la base, la méditation, elle n'a pas d'objet. Faire la méditation pour quelque chose, c'est déjà un non-sens quelque part. On fait pas la méditation pour atteindre ou pour faire quelque chose. La méditation, elle va permettre d'atteindre des états d'éveil où on la voit dans certaines pratiques, voilà, semi-religieuses, on pourrait dire. Et normalement, il s'agit d'atteindre une expérience particulière, de se rapprocher en tout cas d'une expérience particulière. Là où l'hypnose va pas chercher un état particulier, elle va chercher la multiplicité des états. Donc on peut avec l'hypnose aller vers des états de type méditatif, mais on peut aussi aller vers des états qui sont très très différents. Bon, si je prenais une métaphore, la méditation c'est comme un pays, là où l'hypnose est un moyen de transport. Donc l'un peut nous permettre d'aller dans plein d'endroits, tandis que l'autre nous amène toujours vers la même destination. Alors il y a des intérêts différents, c'est-à-dire que pratiquer la méditation régulièrement permet d'aller de mieux en mieux vers la destination que ça nous procure. Donc on va être de plus en plus à l'aise avec cette pratique-là. Là où avec l'hypnose, on va être moins focus sur un état particulier, donc ça va être plus éclectique, on va être moins spécialisé dans un état. Par contre, on aura une plus grande variété. Donc il y a un côté spirituel en fait à la méditation, hein, À qui nous l'origine, oui. dépasse, alors que l'hypnose c'est plutôt un outil avec un objectif j'allais dire traitement, tu m'as repris tout à l'heure, mais avec un objectif en tout cas. En général, il y a un objectif à l'hypnose. Après, si on reprend ce qui se passe dans énormément de cultures et de traditions, quasiment toutes les cultures humaines ont créé un ou plusieurs moyens de modifier un état de conscience. C'est la marque de toute culture d'avoir des rituels qui modifient l'état de conscience. Donc, même méditation, en fait, il y a plusieurs formes de méditation qui peuvent être quand même assez différentes d'une culture à l'autre. Si je fais de la méditation bouddhique, par exemple, c'est pas la même chose que si je pratique des méditations qui vont être d'origine hindoue. Il va y avoir des trajets qui vont être un petit peu différents. Si on va en Amérique du Sud, on va modifier l'état de conscience par des cérémonies au tambour ou par des psychotropes. Si on va dans le yoga, on va aussi trouver des techniques d'hyperventilation, par exemple, pour modifier l'état de conscience. Si on va sur le yoga du feu ou des choses comme ça, on va trouver d'autres techniques.
C'est comme si dans toute culture, on avait eu l'intuition que c'était important pour un être humain d'accéder à d'autres états de conscience que ses états ordinaires. Quasiment à chaque fois, c'est pour des raisons thérapeutiques. C'est-à-dire quand on va voir quelqu'un qui va nous guider dans d'autres états de conscience, c'est parce qu'on a une recherche personnelle. On vit une difficulté, on est bloqué dans une situation de vie, et donc il y a une fonction thérapeutique à tout ça. Là aussi, on en a une vision un peu déformée, je pense, en Occident aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du tourisme chamanique, par exemple. Mais à la base, un chaman, on va pas le voir juste pour faire une expérience. On va le voir parce que on vit un truc important, on a besoin de le dépasser, de vivre un rituel de transformation. De la même façon, à la base, quand on fait du yoga, c'est une pratique spirituelle, et donc quand on va faire des exercices de respiration avec le yoga, bien sûr que ça fortifie la santé, mais le but avant tout, c'est une sorte d'alignement avec une recherche personnelle. Là où je trouve que l'hypnose apporte quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, les hypnotiseurs se sont dit, allons regarder les moyens de modifier l'état de conscience dans à peu près toutes les cultures, essayons de comprendre lesquels sont communs, en dehors parfois des mots, parce que les mots peuvent induire en erreur, on va appeler ça d'une certaine façon dans un pays, et puis d'une autre façon dans un autre pays, parce que la culture est différente, mais est-ce qu'il y a un code source en dessous? Est-ce qu'il y a des structures en dessous? Et donc là, avec une méthode peut-être un petit peu plus pragmatique, il y a plein de gens qui ont été étudiés ce qui se passait en Inde, ce qui se passait au Tibet, ce qui se passait en Amérique du Sud, ce qui se passait en Sibérie, en se demandant est-ce qu'on peut trouver des racines communes et à partir de là, trouver un langage qui modifie l'état de conscience, trouver un code qui modifie l'état de conscience. Donc c'est un petit peu comme si on voyait, on peut naviguer sur plein de sites internet, mais le code derrière va être quasiment le même. Et c'est ce code-là qu'on essaie d'identifier et sur lequel on fait de la recherche en hypnose. C'est vrai que pour moi, l'état de conscience, c'est des termes que j'emploie pratiquement jamais, qui sont assez inconnus. Est-ce que tu pourrais nous les définir et nous donner plusieurs exemples justement dans la Ouais. journée et quel intérêt, voilà, tu t'en parles aussi, mais c'est vrai que pour moi, j'arrive difficilement à mettre des exemples sur ce que tu évoques depuis tout à l'heure. Donc, si tu peux justement nous aider. Et On va schématiser un peu ça. Voilà. Ouais. pour rebondir, Kevin, par exemple, comment tu pourrais convaincre Alexandre d'aller chercher d'autres états de conscience, tu vois? Quel est ton Ah, moyen de le convaincre là? je sais pas si je vais essayer de le convaincre, mais si j'essaie de le convaincre, ça sera un argumentaire presque, tu vois, pour essayer de juste donner envie. Mais ce qui me semble important, c'est déjà de faire comprendre un petit peu ce que c'est. Alors je vais essayer de faire un peu les deux, mais euh, on va prendre un petit schéma. Ton état de conscience est ton état subjectif. C'est-à-dire c'est ce que tu es là maintenant. Ce que tu es là maintenant, c'est une sorte de configuration quelque part. Tu es entraîné à être ce que tu es. Depuis ton plus jeune âge, tu as une façon de fonctionner qui s'est construite, et cette construction a créé ton état de conscience ordinaire. Maintenant, cet état de conscience ordinaire, il subit plein de petites variations. Par exemple, je pense que tu as remarqué, si tu es fatigué, t'as pas les mêmes réactions émotionnelles. Si tu es préoccupé par quelque chose, t'as pas les mêmes pensées qui viennent. Donc tout ça, c'est des petites fluctuations de ton état de conscience. Il y en a qui sont agréables. Par exemple, si tu vis un état très beau, bah tu vas être, je sais pas, joyeux, tu vas avoir une accélération cardiaque, donc il va y avoir des fonctionnements biologiques, des fonctionnements physiologiques, il va y avoir des fonctionnements hormonaux liés à un état de conscience, et puis des comportements et des émotions. Donc ça subit des fluctuations toute la journée. Mais on reste souvent dans un périmètre qui est un peu notre périmètre commun. C'est un peu comme si on était dans notre quartier, par exemple. C'est notre quartier, on le connaît très très bien. On passe une grande partie de notre vie peut-être dans un quartier, on connaît les petits commerçants qui sont là, on sait qui habite là, on sait où tourner, etc. Donc ça, c'est notre état de conscience ordinaire. Ce sont nos états de conscience ordinaires. L'idée, c'est que c'est un tout petit périmètre. Et si je prends l'image d'un quartier, c'est un peu comme si on l'appliquait à la géographie. Rester dans ses états de conscience ordinaires, ça serait comme rester confiné dans son quartier toute l'année. Je pense qu'on a tous un élan qui nous pousse à voyager. On a envie d'aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Maintenant qu'on a des moyens de transport performants, on peut même aller très très loin. Il y a nos ancêtres, déjà quand ils quittaient un département, c'était une aventure. Mais nous, aujourd'hui, on peut prendre un avion et aller au bout du monde. On pourrait dire que notre vision des états de conscience aujourd'hui, au niveau, c'est comme une cartographie psychique, hein, on est pour la plupart en Occident limité dans quelques états de conscience ordinaires. On sent parfois qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin. On sent qu'on a besoin de sortir de nous-mêmes quelque part. On a besoin d'aller explorer des nouvelles possibilités. Et je crois que c'est ça qui nous amène à vouloir faire de la méditation, du yoga, de l'auto-hypnose ou d'autres pratiques comme Wim Hof ou des choses comme ça. On sent que si on va chercher d'autres états de conscience, on va accéder à des nouvelles façons de comprendre, à une façon de regarder les choses. En Occident, on a l'art qui nous permet ça. On va au théâtre, on va au cinéma, on lit des livres. C'est déjà des accès à d'autres états de conscience. Mais c'est un peu coupé d'une recherche personnelle, en général. C'est une recherche plutôt de divertissement, ou une recherche de performance, ou une recherche artistique.
Je crois même que une des raisons pour lesquelles on fait du sport, parfois, c'est parce que ça nous crée aussi d'autres états de conscience. Quelqu'un qui court pendant 2 heures, il est plus du tout dans son état de conscience ordinaire au bout d'un moment, et cette émotion qu'il a là, cette sensation qu'il a là, il va avoir envie de le retrouver parce qu'en fait, ça fait du bien. Donc, ce qu'il nous faut, c'est savoir sortir de nos états de conscience. Mais comme dans notre culture, on a un peu mis ça sous le tapis, on a fait comme si ça n'existait pas, et on est la seule culture, hein, la culture occidentale, qui a fait ça. On n'a pas trop de moyens de faire ça, et on a même appris à se méfier un peu des moyens de modifier l'état de conscience. J'imagine que vous avez déjà eu le cas quand vous commencez à dire à quelqu'un de pratiquer de l'hyperventilation, il y a des gens qui vont avoir peur de la perte de contrôle, qui vont se demander ce qui va se passer, qui vont se dire que c'est peut-être pas normal de faire ça, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'ils vont devenir fous, mais parce qu'on a un peu peur des états de conscience non ordinaires. Mais une fois qu'on commence à aller dans ces états-là, on s'aperçoit qu'on y découvre des choses intéressantes. Par exemple, qu'on va avoir des changements comportementaux, qu'on va avoir des prises de conscience. Et on revient à ça, en fait, quasiment toutes les formes de thérapie viennent d'une modification d'état de conscience. Pour la petite histoire, le mot psychothérapie a été inventé par un hypnotiseur. C'est un hypnotiseur qui, pour la première fois, a créé ce mot en disant c'est l'accès à d'autres états de conscience par des procédés de suggestion. Donc la psychothérapie vient de l'exploration d'autres états de conscience. Et en fait, toutes les formes d'accompagnement thérapeutique mobilisent des états de conscience plus ou moins modifiés, mais c'est quasiment systématique aussi. Alors imaginez, donc il y a une première zone, c'est la zone connue, c'est nos états de conscience ordinaires. On pourrait sortir de cette zone-là pour aller vivre d'autres états de conscience. La méditation, des états d'hyper-présence physique, on pourrait aller vivre des états d'anesthésie, on pourrait aller vivre des états créatifs. Et avec l'hypnose, on va pouvoir accéder à tous ces états-là. A priori, on peut aller aussi loin qu'on s'entraîne à y aller. Plus le moyen de transport est efficace, plus on peut aller loin. Et l'idée de l'hypnose, c'est d'essayer de trouver des moyens de transport de plus en plus efficaces. On essaie de développer des technologies de transport dans d'autres états de conscience. Typiquement, toi, qui j'imagine, moi, je dois avoir un petit vélo tout rouillé, et toi, tu dois avoir peut-être un super avion. Jusqu'à où tu arrives justement à aller dans cet état de conscience? Voilà, justement, pour les gens qui n'ont jamais fait ça comme moi, typiquement, qu'est-ce que toi, tu arrives à ressentir? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et jusqu'à où tu arrives à aller en termes justement d'éveil de conscience? Est-ce que tu pourrais me donner des mots sur tout ça, même si j'imagine c'est peut-être compliqué? Tu sais, je ne sais pas s'il y a c'est difficile de cartographier justement précisément ça. On sait qu'on s'éloigne de nos états ordinaires avec la pratique et l'habitude, mais j'imagine que toi aussi, tu as des manières de modifier ton état de conscience, que ça soit par le sport, que ça soit par d'autres. Donc il y a sans doute des endroits où toi tu vas, moi j'ai pas l'habitude d'aller, parce qu'on est tous on a tous nos fonctionnements. Euh, Après, ça dépend de ce que tu recherches. Tu vois, on peut apprendre par exemple à créer ce qu'on appelle des rêves lucides. On peut apprendre à rentrer vraiment dans ses émotions pour explorer notre fonctionnement émotionnel. On peut vivre des expériences assez étonnantes de transformation de la subjectivité. Donc on va vivre des expériences, toutes les expériences qu'on peut retrouver dans les textes mystiques ou dans ce qu'on va trouver dans pas mal de cultures différentes. Euh, donc il n'y a pas vraiment de limite à part notre imagination finalement, et puis les inspirations qu'on peut avoir. Euh, Puis ensuite, évidemment, plus on s'entraîne à le faire, plus on vit des expériences qui sont intéressantes et qui sont quelquefois même assez saisissantes à vivre. Euh, mais je sais, Vincent, par exemple, que tu pratiques la méditation, et j'imagine qu'à force de pratiquer la méditation, bah, les états sont de plus en plus faciles à atteindre et plus en plus satisfaisants parce qu'ils amènent sans doute plein de choses intéressantes. Et donc, à force de faire ce trajet-là vers des états méditatifs, j'imagine que tu en vois des bienfaits de plus en plus forts. En fait, c'est le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient, que j'invite tout le monde à lire. C'est une façon assez occidentale, hein, d'exprimer la méditation, mais moi, ça m'a vraiment aidé à accéder à quelque chose de supérieur. Je pense que cette méditation, tu vois, c'est accéder à quelque chose qui nous dépasse. Je voulais rebondir sur. Donc, du coup, moi, je suis instructeur Wim Hof, et donc je mène des ateliers sur Paris. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais. En fait, cette prise de conscience à modifier nos états de conscience, il y a parfois vraiment un changement radical sur OK, bah, je prends conscience que mon travail, ça ne va pas, que finalement il faut que je déménage. J'observe en fait chez les participants vraiment des gros changements. Comment tu expliques ça? Le fait de voyager dans des états de conscience modifiés nous fait prendre conscience de l'expérience qu'on vit de notre propre réalité.
En fait, c'est tout simple, c'est que on est tellement pris par nos états de conscience ordinaires, c'est une prison en fait, nos états de conscience ordinaires. Et on est dans une très grande routine avec nous-mêmes. Notre cerveau, il fonctionne avant tout avec des routines. Et du coup, on est un peu enfermé dedans, et tant qu'on est enfermé dedans, c'est très compliqué d'avoir des prises de conscience ou des prises de recul. C'est pour ça que sortir de quelqu'un de son état ordinaire, c'est lui donner une sorte de vision extérieure de lui-même. Et après une séance Wim Hof, et c'est vrai, je pense, par rapport à toutes les expériences qui peuvent modifier l'état de conscience, l'expérience en elle-même est extraordinaire, mais ce qui est le plus fort, c'est que quand on revient porteur de ce qu'on a vécu, tu vois, si je prends un exemple, parfois on a des très bonnes idées quand on voyage, parce que déjà voyager, c'est sortir un petit peu de ses conditions habituelles, c'est s'aérer l'esprit, c'est faire autre chose, c'est voir autre chose. Et donc déjà souvent, c'est quelque chose qui est ça nourrit quelque part de voyager physiquement. Mais c'est la même chose quand on voyage psychiquement, mais démultiplié parce que c'est encore plus inhabituel et parce que ça va assez vite en plus. Donc il y a souvent en tout cas le retour vers son état ordinaire de conscience. On a l'impression que on doit adapter quelque chose, on va se poser des nouvelles questions, on va prendre des décisions différentes. Parfois même on doit ralentir un peu ce process pour pas que les gens aillent trop vite, parce que quelquefois c'est pas toujours une bonne chose d'aller trop vite dans ces cas-là. Il y a des gens, ils font une expérience, ils reviennent, ils veulent tout changer. On va essayer de rendre ça cohérent pour que la personne soit toujours en phase avec sa vie, avec elle-même. Mais c'est vrai que c'est un accélérateur qui est juste formidable. Et ça, c'est pour Alexandre. Donc Alexandre, il fait de l'ultra trail. Donc c'est Oui. C'est un très grand sportif et donc il doit accéder à un changement à des modifications de conscience. Je crois que toutes ces pratiques, que ce soit l'hypnose, la respiration Wim Hof, la méditation et le yoga et plein de choses comme ça, c'est une façon aussi d'entraîner notre esprit. Et peut-être que c'est tabou dans notre société occidentale, mais on entraîne notre corps comme on peut entraîner notre esprit. Et, Oui. et c'est une façon d'enrichir notre vie intérieure. Je sais pas comment tu pourrais mieux l'exprimer que ça. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression que, tu vois, il me semble qu'il y a encore 20 ans, prendre soin de son corps, c'était assez différent de maintenant. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui fumaient, faire attention un petit peu à ce qu'on mangeait, à faire du sport et tout ça. C'était pas si commun que ça. C'est devenu commun. Peut-être plus facilement avec le corps parce que c'est plus visible aussi. Parce que dans la glace, tu vois en fait si t'es quand même bien ou pas bien, si tu fais des excès ou pas. Pour l'esprit, on peut ne pas le voir en fait, ou on peut faire semblant de pas s'en apercevoir. Euh, qu'on a, voilà, je pense aux difficultés de concentration par exemple qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui avec l'hypersollicitation qui est permanente. Mais en fait, de la même façon qu'on a une hygiène corporelle, le travail des états de conscience est une hygiène mentale. On prend une douche le matin, on fait attention, on essaie de manger à peu près bien, on essaie de s'entretenir un petit peu. Ça c'est pour la partie physique. En fait, il y a la même chose à faire pour le mental. Par exemple, à la fin d'une journée, si on a vécu des émotions qui nous pèsent un petit peu, on pourrait prendre une douche mentale quelque part. C'est une métaphore, mais l'idée de lâcher tout ça en fait pour pas s'endormir avec, l'idée d'aider notre esprit à digérer des difficultés qu'on traverse pour pas que ça nous perturbe dans notre fonctionnement, dans notre sommeil, dans l'énergie qu'on va avoir, dans notre récupération. Euh, et puis élargir nos possibilités. C'est-à-dire que de même façon qu'on peut avoir un corps fonctionnel. Avant de faire de l'ultra trail, il a fallu poser un pied devant l'autre en étant enfant, et puis apprendre à marcher, à courir. Et puis ça a été un long parcours pour arriver à ça. Mais pour avoir un corps qui est capable de faire ça, il a fallu sans doute des années de pratique et puis une certaine rigueur aussi. Je pense que c'est moins visible, mais c'est la même chose pour l'esprit. Plus on va l'entraîner, plus il va être capable de faire des choses étonnantes, d'être souple aussi. Il y a un concept qui est vraiment important pour moi, c'est la souplesse psychique. Je prenais l'exemple du yoga parce qu'on va retrouver des pratiques ressemblantes à Wim Hof dans le yoga par exemple. Nous en Occident on connaît surtout le yoga postural. L'idée qu'il faut faire presque voilà un cours de gym avec le yoga. Mais en fait dans le yoga traditionnel il y a 8 piliers et les postures ne sont qu'un seul de ces 8 piliers. Un autre c'est la respiration par exemple qui est tout aussi important que ça. Et l'idée du yoga, que je trouve très belle, c'est vraiment, entre autres, d'atteindre une sorte de souplesse psychique, souplesse du corps, mais aussi souplesse de l'esprit. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment beau, cette idée-là. On voit une chose, par exemple, qui est assez impressionnante. Il y a plusieurs études qui ont pu montrer que quand des gens vivent un événement traumatogène, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment un truc horrible dans leur vie, je sais pas si vous savez ça, mais sur 100 personnes qui vivent un événement à peu près de même nature, tous ne vont pas réagir de la même façon. Par exemple, il y a environ un quart des gens qui vont vraiment vivre ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Donc déjà, on pourrait se dire, notre cerveau, il est capable de digérer des choses incroyables, parce que, imaginons 100 personnes qui vivent une agression violente, par exemple, il n'y en a qu'un quart qui va développer un psychotraumatisme. Déjà, on est très résilient en tant qu'humain.
Mais ce qu'on a remarqué, c'est que des gens qui ont des pratiques de type auto-hypnose, méditation, yoga ou des choses comme ça, vont avoir moins de chances, enfin, en tout cas plus de chances d'échapper au traumatisme psychique. C'est-à-dire qu'elles font baisser les statistiques. En gros, on va s'entraîner à avoir plus de souplesse avec notre esprit et on va mieux vivre des étapes de vie difficiles. Et c'est vrai aussi quand les gens sont soumis à un deuil ou des étapes de vie un peu complexes comme ça. Donc la souplesse psychique, elle permet de s'adapter. Comme le corps, un corps qui est souple et entraîné va permettre de mieux gérer plein de difficultés physiques qu'on pourrait rencontrer dans la vie. J'aimerais juste rebondir sur ta vision un petit peu des émotions. C'est vrai qu'il y a différents types de personnes, d'autres qui vont avoir tendance à justement avoir peut-être peu d'émotions ou peu le laisser transparaître, d'autres au contraire qui vont être très émotifs. Euh, Comment tu te places par rapport à ça? Pour toi, les émotions, c'est quoi? Quel impact ça va avoir sur notre santé physique et mentale? Est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que ça a l'air intéressant. Est-ce qu'il faut les accepter? Est-ce que tu parles de douche justement à la fin de la journée un petit peu pour laver ces émotions? C'est quoi? Juste pour comprendre ta philosophie un petit peu par rapport aux émotions. Alors, il se trouve que je viens d'écrire un livre sur le sujet, donc Ah, ça sera une super. très longue, une Bah très longue écoute, réponse. super. Écoute, il y a plusieurs choses à dire dans ta question déjà. Tu as commencé avec la question de la sensibilité. En fait, on a, quand on travaille en hypnose avec quelqu'un, une des choses qu'on va se poser, une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce que la personne est plutôt associée ou dissociée de ses émotions. Je prends un peu cette métaphore-là. Il y a des gens qui sont vraiment dans leur corps, et on a l'impression qu'ils ressentent tout ce qui se passe dans leur corps. Et il y a des gens qui semblent être un peu à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est comme un curseur, on pourrait dire. Quand les gens sont très 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 coupés de leurs émotions, très souvent il y a une raison. Et cette raison, en général, elle est assez complexe. Ça peut être justement un traumatisme. Quelqu'un qui a vécu vraiment des grandes douleurs, un grand choc psychique en général pour se protéger, il a eu tendance à se couper de ses émotions. Mais il y a aussi l'inverse, des gens qui vont développer une sorte d'hypersensibilité et qui peut être très belle comme très envahissante. Il y a des personnes qui en souffrent et il y a des personnes qui sont alternativement heureuses et malheureuses de vivre cette sensibilité-là. Et on peut apprendre à des personnes à gérer ce paramètre-là, c'est-à-dire quand elles en ont besoin, à revenir vers le sensoriel, vers l'émotionnel aussi, et quelquefois, au contraire, à prendre du recul et à s'en couper. Donc c'est vraiment un paramètre qu'on peut apprendre là aussi à assouplir. Souvent, on croit qu'on est comme ça, qu'on a un fonctionnement, et que c'est comme ça, il faut juste accepter. Parfois, il y a besoin d'accepter ce qu'on est, mais on peut aussi apprendre à le moduler. Tu disais ensuite, est-ce qu'il faut accepter les émotions? Alors souvent, nos émotions, elles ont des choses à nous apprendre, elles sont là vraiment pour une bonne raison. Et donc très souvent, la première chose à faire avec une émotion, c'est de se demander à quoi elle est censée me servir. Je prends 2-3 exemples comme ça. La colère, par exemple, elle est censée nous aider à nous protéger. Donc ça va être une réaction vive du corps qui va nous permettre par exemple, de sortir d'une situation complexe, de poser nos limites quelquefois, de refuser quelque chose qui nous atteint. Donc l'élan de la colère est plutôt bon. Sauf que il y a beaucoup de gens qui ont des émotions qui sont pas au bon endroit au bon moment. Donc il y a un problème de calibrage des émotions. C'est pas le problème de la nature de l'émotion, c'est le fait que si par exemple je me mets en colère quand je suis stressé, ça risque de poser des problèmes dans ma vie. Je pense à la peur. La peur, elle est censée nous protéger là aussi. Elle est censée par exemple nous amener à nous figer quand il y a un prédateur. Elle est censée nous amener à courir très vite, le sang descend dans les jambes. C'est pour ça qu'on devient assez blanc quand on a de la peur, pour qu'on puisse déguerpir et essayer d'éviter une situation dangereuse. Donc, entre autres, il y a ces réactions-là dans la peur. Donc, c'est très bien. Pour nos ancêtres, ça a été très bien, parce que si on est là, c'est que on est les survivants, on est les descendants des survivants, plutôt. Donc, ils ont réussi à s'adapter à un maximum de difficultés de vie. Mais si je suis devant un examinateur le jour d'un examen et que je deviens tout blanc, j'ai le sang qui descend dans les jambes parce que mon corps croit qu'il faut que je parte en courant, ça m'intéresse pas du tout. Ou si je me fige et que je trouve plus mes mots et que ça sort plus, c'est pareil, ça m'aide pas du tout. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est de se dire que notre corps, en général, fonctionne très très bien, mais que notre société moderne, elle a tellement vite évolué que notre corps ne s'est pas adapté à cette évolution, qu'il y a une forme de mise à jour à faire. Et en fait, on peut réapprendre à notre cerveau à avoir la bonne réaction au bon moment. Par exemple, accepter le fait qu'il nous crée une peur, mais dialoguer avec lui. Je synthétise un peu, mais c'est vraiment ça qu'on fait en hypnose, pour lui dire, là, c'est pas la peur qui va m'aider, c'est plutôt telle émotion, et l'encourager à nous créer la bonne émotion au bon moment. Et puis dernière chose dans ta question, c'est sur la douche mentale. Pour moi, l'idée, c'est pas de chasser les émotions. Souvent, le premier rapport aux émotions, quand les gens essaient de travailler sur eux, c'est le contrôle. Je veux contrôler mes émotions. Et en fait, le contrôle est quasiment toujours voué à l'échec avec les émotions. On peut avoir une illusion de contrôle temporaire, mais en général, on se fait pas du bien en faisant ça.
Notre corps, il n'aime pas trop qu'on essaie de juguler les émotions, de les mettre en retrait à tout prix. Par contre, une fois qu'on a vécu une émotion, il n'y a pas besoin de la porter pendant trop longtemps non plus. Sinon, on n'en finit pas et puis ça finit par nous peser. Donc l'idée de vivre les émotions, de les accepter, de dialoguer avec elles pour les rediriger dans certains cas, puis une fois qu'elles sont parties, de vraiment les laisser partir et de pas les laisser stagner en nous. Et pour nos auditeurs, par exemple, deux profils de personnes, on reprend les mêmes, quelqu'un de très émotif et quelqu'un au contraire qui aurait peu d'émotions, qui sentirait, qui s'est un petit peu éloigné, comme tu dis. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces deux personnes-là pour justement essayer de se rapprocher du spectre, entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Bah, La souplesse. De la souplesse, c'est presque élargir le spectre. Dans l'idéal, on devrait être capable de faire tout ça, de tous se couper quand on en a besoin et de tous ressentir à fond quand on en a envie. Si on sait pas le faire, c'est que justement, on pourrait élargir cette capacité-là. Si on prend quelqu'un qui est dans un côté du spectre, vraiment très très coupé de ses émotions, dans ces cas-là, souvent, il y a quand même un travail thérapeutique à faire. C'est bien d'être accompagné, parce que s'il y a un traumatisme derrière, seul, en fait, ce sera pas forcément une très bonne idée de travailler dessus. Donc s'il y a des gens qui sont complètement coupés de leurs émotions, c'est peut-être pas par hasard. Quand c'est plus modéré, quand c'est des gens qui sont simplement un peu distants, qui ont l'impression de ressentir un peu comme à travers une vitre quelquefois, comme si ils n'étaient pas facilement touchés, ou bon bah là il y a vraiment un apprentissage de se reconnecter au corps et à l'émotionnel. Et ça peut vraiment se faire avec des pratiques. Déjà les pratiques de présence en méditation permettent ça. Les pratiques d'auto-hypnose aussi. Là on peut vraiment le faire par soi-même. C'est souvent très agréable. Et je prends cette anecdote-là parce que je faisais une démonstration d'hypnose publique. Là, je fais ça de temps en temps. Et là, c'était il y a quelques jours, avec justement une personne qui avait cette demande, qui me disait, alors elle avait un traumatisme derrière quand même, et elle me disait qu'elle avait appris à se blinder. C'était vraiment à se mettre une carapace. Et donc pendant la séance d'hypnose, on l'a ramené vraiment vers son émotionnel. C'était magnifique parce qu'elle pleurait de joie, en fait, cette personne. En fait, elle avait oublié ce que c'était de ressentir vraiment son corps et ses émotions. Et donc, elle pleurait à chaudes larmes. Et il y avait pas mal de gens dans l'assistance qui étaient émus, ou il y en a même qui s'inquiétaient en disant pourquoi elle pleure et tout ça. Et le sourire qu'elle avait quand elle a rouvert les yeux en disant mais ça faisait des années que je n'avais pas ressenti comme ça. Et en fait, elle racontait ça très bien. Elle disait qu'en hypnose, elle avait l'impression de retrouver l'endroit où elle pouvait se reconnecter à ça. Donc, on peut aider les gens à s'y reconnecter. Puis pour les très émotifs, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut leur apprendre à... Je t'interromps parce qu'avant de partir sur l'autre type de personne, tu Ouais, parles de oui. présence en méditation, ça correspond à quoi pour les gens qui ne connaissent pas? Comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais un petit peu me donner deux, trois astuces? Ouais, bien. Enfin, en fait, la présence, c'est la chose la plus simple et la plus complexe du monde, c'est être complètement là. Et c'est une quête sans fin, quelque part. Quand je dis être complètement là, c'est que souvent, ce qui fait écran entre nous et nous-mêmes, c'est le monde extérieur parfois, puis nos pensées aussi beaucoup. Comme si on était ailleurs que là où on est. Tu vois, on pourrait se poser la question dans une journée, combien de temps on passe vraiment à être complètement à ce qu'on dit, complètement à ce qu'on fait, complètement avec les personnes avec qui on est. Et en fait, on s'apercevrait qu'à la fin de la journée, c'est peut-être une toute petite partie de notre temps, ça. Et les pratiques de méditation, elles ont souvent comme effet de recréer de la disponibilité et de la présence. Être là à ce que je vis, à ce que je fais. Ne pas chercher à analyser ou à contrôler, ne pas chercher à faire quelque chose, mais juste à être. Donc c'est très simple et en même temps c'est très compliqué, puisque ces états de présence, ils sont à la fois très très beaux à vivre et en même temps instables par nature. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour travailler sa présence. Ça va être déjà au quotidien parfois se demander régulièrement est-ce que je suis complètement à ce que je vis? Est-ce que je suis complètement à ce que je fais? Il y avait un personnage assez mystérieux du siècle dernier qui s'appelait Gurdjieff, qui avait développé il y avait une sorte de centre comme ça où il avait développé une sorte de signal aléatoire. Je crois que c'était une cloche qui était sonnée dans l'endroit. Et à chaque fois que la cloche sonnait, tout le monde devait faire un stop et se dire est-ce que je suis vraiment à ce que je fais? Et après des semaines de cette pratique-là, il y a une présence qui peut se développer. Donc on pourrait se mettre un petit réveil de temps en temps pour juste se dire ah, est-ce que là j'étais complètement à ce que je fais ou non? Et si j'y étais pas, je m'y mets. Et puis on peut prendre un élan comme ça pour le faire. Je trouve que c'est un très beau cadeau à se faire en tout cas. Les enfants sont présents, on l'oublie. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Un peu en grandissant. Pour rebondir sur l'état de présence, on en parlait avec Steve, on a tourné avec Steve Gentil un épisode sur la méditation et il disait que l'état de présence,
pour y accéder, c'était, de faire appel à ton corps sensoriel, tu vois, Alexandre? C'est vraiment, prendre conscience de ce que tu vois, de, ce que tu sens, de ton ouïe, de ton toucher, vraiment de vraiment te focus sur ça et en fait, ça va te permettre de voir le temps qui passe par la petite fenêtre du moment présent, au lieu que le mental t'amène, plutôt vers des pensées du passé avec, des regrets, des remords, penser à ce qui s'est passé, avant ou sinon, le mental qui va t'extirper du présent sur, des sentiments un petit peu, d'anxiété par rapport à l'avenir, au futur et tu vois, en fait, c'est vraiment je fais appel à mon corps sensoriel, donc c'est la pleine conscience et ça me permet de maintenant d'être, vraiment aligné avec moi-même, vivre le moment présent et essayer d'éviter que le mental m'amène, soit vers le passé, soit vers le futur. Voilà, c'est une petite passe Tout à fait. décisive, voilà. Et juste pour revenir, donc là, on a pris l'exemple des gens pour essayer de les faire se reconnecter. Donc, je t'ai coupé Oui. pour avoir un peu plus, excuse-moi, de Ah non, mais t'as précision bien fait, c'est... pour les auditeurs. Et maintenant, justement, pour peut-être les gens qui sont un peu trop émotifs, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Souvent, c'est un petit peu le trajet inverse, c'est de savoir prendre du recul par rapport à leur corps déjà. Tu vois, là, tu disais, Vincent, pour la présence, on va être vraiment très connecté au corps, mais on peut aussi quelquefois prendre de la hauteur, ce qu'on appelle un état un peu dissocié. Donc vraiment, si on peut s'en faire une métaphore, c'est comme être un peu à l'extérieur de soi-même. Et en fait, ça permet de laisser passer les vagues émotionnelles. L'idée, c'est pas d'y rester après, hein, c'est de revenir vers son corps. Mais si par exemple quelque chose me choque ou me stresse, des gens qui sont hypersensibles, par exemple, une phrase, une critique va les faire surréagir. Donc ils ont un festival d'émotions dans leur corps. S'ils arrivent à prendre ce recul-là, à sortir un peu d'eux-mêmes, à laisser passer la vague émotionnelle, et puis à revenir en eux après, là, il y a quelque chose qui va devenir un petit peu plus facile. En hypnose, c'est intéressant parce qu'on va vraiment aider les gens à le vivre très concrètement. Ça, ils vont vraiment avoir l'impression de regarder le monde d'un peu plus haut, de regarder leur corps d'un peu plus haut, comme s'ils étaient un peu à l'extérieur, et de sentir que ce trajet qu'ils font symboliquement, il va vraiment être comme une forme de diminution de l'émotion, comme s'ils étaient à distance de l'émotion. Et nous, si nous, par exemple, on veut essayer de le faire nous-mêmes, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut mettre en place pour nos Ouais, mais auditeurs, peut-être? ça c'est typiquement un exercice qu'on peut faire Ok, tout seul, qui est assez simple. Tu vois, tu sans peux. thérapeute. Ouais, ça c'est un petit exercice d'auto-hypnose même qui est utile pour plein de choses après en plus, hein. Ça fait partie souvent des petits exercices de base. Tu vois, tu peux fermer les yeux quelques instants, tu peux t'imaginer être à l'extérieur de toi. Alors il y a des gens qui sont très visuels et qui vont arriver très facilement à voir. Il y a des gens qui sont un peu moins visuels, et ils peuvent essayer plutôt de sentir qu'ils sont à distance d'eux-mêmes, comme si ils étaient à 1 ou 2 mètres de leur corps, comme s'ils regardaient leur corps d'un peu plus loin. Et puis après, tout doucement, s'imaginer qu'on prend du recul, qu'on prend de la distance, qu'on se regarde d'encore un peu plus loin, peut-être un peu plus haut. Et souvent, quand on fait ça, on va sentir de moins en moins les perceptions du corps. Elles vont être atténuées, un peu anesthésiées. Et puis après, on va faire un peu l'accordéon, tu vois, on va revenir vers le corps, et puis on va s'apercevoir que les sensations, c'est comme si on augmentait le volume des sensations. Donc on revient vers le corps, on vient dans le corps, et on peut faire comme ça 2, 3 allers-retours. C'est un très très bon exercice pour manier ce paramètre. Ok, ouais, j'espère que nos éditeurs essaieront les deux méthodes. Et Juste pour la petite ouais, anecdote, je vas-y. travaillais hier avec quelqu'un qui fait beaucoup de débats télévisés et qui a pu avoir tendance quelquefois, quand il se sentait attaqué, à surréagir un petit peu émotionnellement. Et du coup, on a travaillé là-dessus sur l'idée que quand il y a quelque chose qui le touche un peu trop, juste prendre de la hauteur, laisser passer l'émotion et revenir pour pas surréagir. Et ça m'arrive aussi de travailler avec des sportifs là-dessus, sur les sports de confrontation, par exemple, tennis par exemple. Quand quelqu'un me fait déjouer ou quand je ressens une pression d'un adversaire ou quelque chose comme ça, le fait de laisser passer le moment d'émotion fait qu'après on revient en étant concentré. Super. Merci pour cette. Je sais pas si Vincent, tu as encore une question sur les émotions ou pas. Bah, Désolé, c'était pas forcément prévu, mais c'était intéressant d'évoquer ce ouais, non, sujet, je pense. c'est central en même temps les émotions. Je pense qu'après on pourra peut-être basculer aussi sur la question de la santé mentale, mais juste ce que tu disais, Kevin, ça m'a fait penser aussi à la notion d'identité. C'est que les émotions, c'est la traduction physique de nos pensées, de notre mental, et souvent on va connecter nos pensées, notre mental à notre identité, à qui on est vraiment. Je sais pas si ça te parle, cette réflexion? Ouais,
Bien sûr, c'est une question qui est vraiment centrale. Tu vois, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, et je crois que beaucoup de gens pensent ça, ils vont se dire ce que je pense va créer des émotions. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est les émotions vont créer des pensées. Les émotions vont beaucoup plus vite que la pensée. Et donc, s'il m'arrive quelque chose, je vais d'abord avoir un ressenti, d'abord avoir une émotion, et les pensées vont venir se créer dessus. Et c'est pour ça que souvent, le fait de vouloir apprendre à gérer ses pensées ne sert pas à grand-chose, y compris l'autosuggestion, des choses comme ça. C'est pas très efficace, parce qu'en fait, c'est déjà sur un niveau secondaire. Le niveau émotionnel est plus profond et va nous toucher beaucoup plus fortement. Euh, Il y a, par rapport à l'identité, c'est une grosse question, l'identité, et puis c'est presque une question philosophique, dans le sens où, même scientifiquement, aujourd'hui, on ne saurait pas très bien définir comment se crée notre identité et comment elle se maintient. Mais beaucoup de théories aujourd'hui vont dans le sens de ce qu'on appelle l'identité narrative, c'est-à-dire que l'identité, c'est avant tout l'histoire que je me raconte sur moi-même. Euh, et je trouve ça hyper intéressant en tout cas. Donc, si on continue à aller dans cette direction-là, l'histoire que je me raconte sur moi-même, c'est pas forcément la vérité, c'est comment j'interprète avec ma vision d'aujourd'hui, mon passé, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait ou pas fait, et comment tout ça semble me définir. Et c'est ce qui fait que souvent nos émotions, évidemment, elles vont teinter ça. Si par exemple je vis une expérience et puis que elle me fait peur cette expérience, eh bien en fait cette peur, elle va m'identifier dans ma réaction à l'expérience. Mais si j'avais vécu une autre émotion, si j'avais vécu de la joie avec la même expérience, imaginons un enfant qui tombe, il se fait mal et il se met à pleurer, bon bah il va développer l'idée que peut-être il n'est pas à l'aise dans son corps, par exemple. Alors que l'enfant qui tombe et puis ça le fait rire, eh bien il va développer l'idée que c'est pas grave de tomber. C'est très caricatural ce que je dis là, mais c'est comme ça qu'on va se narrer une histoire, qu'on va se raconter une histoire. Et à la fin, cette histoire, parce qu'on va y tenir, parce on va être un scénariste qui tient à son récit, eh bien, elle va finir par se forger, elle va finir par se solidifier, ça va devenir à peu près notre identité. Et souvent, ce qu'on va tenter de faire quand cette identité elle est trop figée, c'est qu'on va essayer de revenir sur les points centraux de ce scénario, de cette histoire, et puis on va essayer d'en changer l'interprétation. Donc, par exemple, quelqu'un qui va dire, bah moi, je suis comme ça parce que, je sais pas, mes parents m'ont abandonné quand j'avais 10 ans. Et ben en fait, on va dire, bah oui, ok, l'événement est vrai, mais par contre, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu aurais pu faire autre chose de ça? Et en fait, en hypnose, on va essayer de trouver d'autres manières d'interpréter l'événement. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait très bien tirer de j'ai été abandonné, je ne dois pas faire confiance aux autres personnes et je serai jamais quelqu'un d'aimé. Et une autre personne pourrait se dire, bah, j'ai pu me construire moi-même et du coup, ça m'a amené de la confiance et de la solidité. C'est le même événement, mais il va créer deux identités différentes. Et donc l'identité, elle semble pas malléable, mais plus on comprend le fonctionnement humain, plus on s'aperçoit qu'elle l'est en fait, et qu'on peut vraiment reconfigurer son identité en changeant de regard sur nous-mêmes. Est-ce que l'identité, c'est cette petite voix qu'on a dans notre tête qui nous travaille un petit peu au quotidien? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour... je vois, enfin, c'est vrai que nous, avec Vincent, ben, je pense que toi aussi, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes, et nous aussi les premiers, je pense qu'on l'est au fond de nous, on a peut-être un manque de confiance en soi. Des fois, c'est beaucoup prononcé chez certains, il y a des discours, je suis pas capable de faire ça, je suis nul, des gens qui ont vraiment des discours très durs envers eux. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est quoi ta vision avec ces gens-là, justement, pour les aider et faire en sorte que cette petite voix négative, elle se transforme? Est-ce qu'il faut la transformer ou est-ce qu'au contraire, il faut être le plus possible dans l'instant présent et pas avoir cette petite voix? En fait, il y a plusieurs possibilités. Ce que tu décris là, c'est presque plus une question d'estime que de confiance. Euh, c'est vrai qu'on s'identifie à nos pensées, mais nos pensées, au début, elles nous appartenaient pas forcément. C'est souvent des pensées qu'on a prises d'autres personnes. La, la problématique de l'estime de soi, c'est quand on a vécu un écart entre ce qu'on est ou ce qu'on croit être et ce qu'on pense qu'on aurait dû être. Imaginons par exemple un enfant ramène, je sais pas, une note de l'école, il ramène, je sais pas, un 14, c'est pas une mauvaise note, mais et puis si par exemple ses parents regardent la note en disant ah, oh, t'aurais pu avoir 18. Bah là, l'enfant, il se dit, ok, j'aurais dû être quelque chose et je n'ai pas été cette chose-là. Donc ça creuse un écart. Dès qu'on dit à un enfant, t'aurais pu faire mieux, en fait, c'est peut-être que parfois c'est encourageant, on le dit avec un encouragement, mais en fait, on peut aussi créer un déficit d'estime parce que l'enfant se dit, j'ai pas été ce que j'aurais dû être. Et plus cet écart entre ce que je suis et ce que j'aurais dû être est important, plus on va se raconter que on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, que c'est difficile, qu'on n'a pas les ressources. On va se raconter une histoire pour justifier le fait qu'on n'est pas ce qu'on pensait qu'il fallait être. Et le remède, entre guillemets, de ça, bah, c'est souvent de se rappeler qu'en fait,
pas de nous que ça vient. Ce jugement très dur qu'on porte sur nous-mêmes, quelquefois, en fait, c'est une sorte on a pris en nous le jugement de nos parents, de nos enseignants, de nos amis, ou même parfois d'un truc imaginaire. Hein. Parfois, on disait qu'il fallait être quelque chose parce que on avait un héros, parce que euh, j'ai travaillé avec un sportif qui a très très haut niveau, mais qui n'a pas été premier dans sa discipline, mais qui, une fois, quand il me disait qu'il était toujours frustré, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit non mais je ne serai satisfait que quand je serai premier, puisque mon père, et en plus son père était mort à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué, son père un jour lui a dit je serai fier de toi quand tu seras premier. Et donc vous imaginez, en plus il n'est même plus possible d'en parler puisque ce père est mort, et donc cette personne qui grandit avec cette idée que tant qu'il sera pas premier, ça sera pas bon. Là, il était plutôt sur sa fin de carrière, il n'a pas été premier, il avait besoin de faire la paix avec ça quelque part. Mais faire la paix avec ça voulait dire, et là on l'a fait en hypnose, retourner voir la représentation qu'il a de son père. Le père est mort, mais la représentation elle est toujours là en nous, des êtres qui sont disparus. Donc c'est aller voir cette représentation et symboliquement lui redonner ce fardeau. C'est son fardeau, c'est pas le mien. Donc je lui redonne. Et quand quelqu'un fait ça, en fait, il va réévaluer après son estime et sa confiance par rapport à lui et pas par rapport à une attente extérieure. Et je pense que quasiment tous les êtres humains ont grandi avec des attentes d'autres personnes. Alors parfois on en souffre, parfois non, et puis ça dépend aussi de si on a un entourage plutôt sain, ça va encore. Mais si on a un entourage qui était qui est pas toujours très sain, bah parfois c'est une grosse souffrance de vie, et on peut vraiment rendre ce fardeau avec un rituel hypnotique. Après, à contrario, ça peut aussi créer des émotions assez fortes quand on arrive à rendre fiers ses proches. Et c'est vrai que c'est une des meilleures émotions, je pense, qui puisse exister pour nous. C'est très beau à condition de ne pas en être dépendant. C'est-à-dire que il faut l'équilibrer, je pense, avec l'idée de savoir se satisfaire soi-même aussi. C'est vraiment un équilibre à trouver. Mais souvent, les problèmes d'estime, c'est des gens qui sont très en référence à l'extérieur. Donc, en fait, toutes leurs validations sont liées à l'extérieur. Et quand on arrive à rééquilibrer, bien sûr qu'on a besoin de validation extérieure, on est des êtres sociaux. Mais si on arrive quand même à se donner nos propres validations, au moins à égale partie, bah là, le problème d'estime, il va souvent se solutionner. Et cet équilibre, ouais, je pense en tout cas que pour beaucoup de gens, il est assez complexe à trouver. En tout cas, surtout en étant jeune, parce que souvent, il y a besoin de briller, il y a besoin de prouver, il y a besoin de valider des choses, besoin d'être aimé aussi, qui peut être assez fort. Donc on va souvent aussi chercher s'il y a ces besoins-là qui sont un peu exagérés. Et chez des personnes qui ont vécu des épisodes de vie un peu complexes, par exemple, avec l'impression de ne pas être désiré ou aimé, bah, parfois ce besoin de validation dans le regard de l'autre, il peut être beaucoup trop fort et beaucoup trop encombrant. Et bah, typiquement, c'est ce qui fait que, je reprends l'exemple du sport, mais les sportifs qui se mettent énormément la pression quand ils sont regardés, qui sont meilleurs à l'entraînement quand ils sont tout seuls, mais dès qu'il y a du public et tout ça, ils perdent leurs moyens. C'est une des causes qu'on va trouver. Merci beaucoup pour cette réponse. Je sais pas si Vincent, tu veux rebondir? Non, mais moi je partirais bien sur ta définition de la santé mentale. Tu vois, moi je suis en. Et moi, juste avant ça, Vas-y. excuse-moi, j'aurais juste aimé, parce que c'est vrai du coup, on a évoqué pas mal de sujets, mais j'aimerais mieux comprendre la différence entre moi, si je veux faire de la méditation, versus de l'auto-hypnose. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez flou pour moi. J'aimerais vraiment qu'on arrive à définir les deux par des cas concrets pour les auditeurs. Comment faire en fait concrètement pour se faire une auto-hypnose? Notamment, on va parler de santé mentale, justement, je suis stressé, on va prendre cet exemple-là, peut-être c'est top. Je suis stressé. Enfin, tu vois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plutôt de la méditation? Est-ce que je fais, du coup, tu l'as dit qu'il fallait pas forcément avoir une visée, chercher à avoir un objectif, mais comment ça se passe? Du coup, je me dirige plus vers l'hypnose. Écoute, au fond, les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Ça peut être validé, tu vois, scientifiquement, que la méditation permettait d'agir sur le stress, et pareil pour l'hypnose. Mais par contre, il y a une nature très différente de fonctionnement. La méditation, logiquement, tu vas faire de la méditation régulièrement, et puis bah, ça va baisser ton niveau d'anxiété. Mais avec l'hypnose, tu vas aussi pouvoir travailler sur les causes possibles de ton stress. Tu vas pas juste t'apaiser, en fait. Tu vas aussi travailler sur toute l'histoire qu'il y a derrière ça. Donc, est-ce que tu as des surréactions à certains endroits? Tu vas pouvoir déraciner ces surréactions. Tu vas pouvoir travailler sur le fait de canaliser ce stress, par exemple, parfois pour le rendre constructif. Donc, tu vas pouvoir jouer avec de plusieurs façons différentes. Ton but ne sera pas que de le diminuer. Ton but, ça va être de l'explorer sous toutes les coutures. Et quelque part, que ça devienne une force, parce qu'il y a une bonne partie du stress aussi. C'est dommage de juste vouloir le diminuer. Ça peut être à la base, c'est une réponse d'adaptation, le stress. Donc, jouer avec, c'est quelque chose qui est plutôt constructif. Parfois, ça nous rend plus créatifs, le stress. Parfois, ça nous rend plus persévérants aussi. Donc, on peut en garder cette partie-là, mais on va essayer de mieux le comprendre. Donc, il va y avoir avec l'hypnose une question d'exploration de ce qu'on veut travailler.
pour en comprendre les facettes qui peuvent arriver, et puis pour essayer de trouver des réponses qui sont aussi très personnelles. Donc il n'y a pas une manière simple de travailler sur le stress, parce que pour chacun, ça va être différent. Si quelqu'un, par exemple, me dit, mais moi, je suis stressé à chaque fois qu'il y a du regard de l'autre, il y a une cause identifiée, et bien on va essayer de désactiver le lien que fait le cerveau entre je suis regardé et je vais avoir du stress. Une personne qui dit, moi j'ai un stress structurel, c'est qu'en fait, quand je suis en vacances, je mets 2 semaines déjà à descendre mon niveau de stress, parce que j'accumule plein de petits stress dans ma vie. Voilà, on va plutôt travailler sur aider cette personne à construire un moyen d'évacuer régulièrement le trop-plein de stress. À ce qu'elle coule, cette personne, avec ce trop-plein de stress. Donc tu vois, on va essayer toujours de personnaliser la réponse avec l'hypnose de l'auto-hypnose, pour essayer de trouver de quoi tu as vraiment besoin et comment le construire. Mais j'arrive pas trop à voir concrètement. Excuse-moi, mais excuse-moi Vincent, après je te laisserai rebondir. Mais comment concrètement ça se passe? Comment ça se déroule? Si moi je veux faire de l'auto-hypnose, qu'est-ce que je dois faire versus la méditation? C'est vrai que pour moi les deux, j'arrive pas à voir la différence, excuse-moi. Euh, En fait, alors, je ne vais pas trop parler de la méditation pour le coup, qui est en plus un sujet pour lequel je suis pas un expert, Ouais, même bien si sûr. j'en fais aussi. Mais pour l'hypnose, en fait, bah, tu as 2 étapes. Tu vas modifier ton état de conscience, c'est-à-dire que tu vas accéder à un état où tu vas sortir de tes fonctionnements habituels, tu vas te connecter à une part inconsciente de toi, et puis à partir de là, bah, tu vas explorer, par exemple, toutes les causes du stress dans cette part inconsciente. Donc déjà, tu vas avoir une partie d'exploration. Donc c'est un petit peu comme si tu rentrais dans ton cerveau pour se dire, mais c'est quoi qui cause le stress? Comment il est géré? Comment mon cerveau perçoit le stress? Pourquoi il le crée? Et puis tu vas quelque part remanier un peu tout ça. C'est comme si tu étais dans la salle de contrôle, et puis bah tu vas monter des leviers, baisser des leviers, tu vas essayer d'explorer ce qui est derrière. Donc c'est vraiment une étape de travail de construction personnelle quelque part. Il y a une part d'intention en fait dans l'auto-hypnose, si je me trompe pas, où on essaye d'aller chercher des processus inconscients qui nous Par dirigent. exemple, oui. Enfin, sur la méditation, finalement, on laisse venir ce qui arrive sans trop d'intention. Ce serait peut-être Ouais. ça la différence entre l'auto-hypnose et. Par exemple, tu vois, par exemple, tu peux partir en auto-hypnose avec une question qui sera par exemple, j'aimerais bien comprendre la cause de ce stress, par exemple. Et là, ça va t'amener peut-être vers ton passé, peut-être vers des moments importants de ta vie ou des choses comme ça. Tu pourrais partir avec une intention qui est, je voudrais changer ce comportement. Et puis après, il y a des exercices qui permettent de faciliter ça, mais en effet, il y a toujours une recherche avec un but qui va être connecté à l'expérience que tu vas faire. Est-ce qu'on pourrait faire un exemple? Je sais pas si c'est possible ou pas, mais pour qu'on puisse un petit peu visualiser pour nos auditeurs. Moi, typiquement, moi, je me dis, ben voilà, je sais pas, je suis stressé, je dors mal la nuit, j'ai des problèmes pour m'endormir en ce moment, j'ai des soucis, ça me perturbe, par exemple. Voilà, un Bah, exemple concret que je pense 80% des gens qui ont du stress, peut-être c'est ça qui les gêne. Comment, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais sur Internet, je tape auto-hypnose, comment faire? Comment tu pourrais nous diriger? Est-ce qu'on va plutôt voir un thérapeute? Est-ce qu'on peut tout seul se faire une petite tambouille entre guillemets? Comment ça se passe? Ouais, en fait, tu vas apprendre. Bah, t'as des cours d'auto-hypnose. Moi, j'ai créé une application qui s'appelle Psychonautes qui donne des cours d'auto-hypnose pour ceux qui veulent découvrir. Donc, au début, tu apprends plein de petits exercices pour découvrir un peu le fonctionnement. Puis après, tu as des choses plus ciblées, par exemple, si c'est du stress ou du sommeil ou de la concentration ou de la créativité. Il y a des livres aussi. J'ai pu écrire quelques livres, par exemple. Il y a pas mal de livres aujourd'hui qui permettent de traiter de ça. Là, si tu voulais qu'on fasse un exemple concret, ce serait presque une séance qu'on ferait ensemble. Donc, ce serait plutôt presque une séance de thérapie entre guillemets si on faisait Mhm. une démonstration ensemble là. Alors pourquoi pas, hein, si tu veux, on peut. Non, mais Ça passait par une après, phase de questionnement. là, le but, c'était juste voilà, de donner deux, trois exercices pratiques peut-être à nos auditeurs, surtout, qui peuvent reproduire chez eux, à la maison, et pour s'initier, et notamment avec l'appli, on mettra le lien d'ailleurs en bas. Ouais, Vincent. Peut-être Ouais, avec juste plaisir. un exercice où tu pourrais nous guider et nous induire un seul exercice, comme ça on essaye de partir avec toi, ce serait possible? Pourquoi pas, oui. En fait, il y a plein de petits exercices de base d'auto-hypnose. Il y en a un qu'on peut faire là qui est intéressant parce qu'il va vraiment. On parlait de présence tout à l'heure. Et il y a certains états hypnotiques qui permettent de vraiment essayer de travailler sur cette zone frontière entre faire les choses et ne pas faire les choses. Laisser quelque chose se faire à un niveau inconscient. Notre inconscient, il pilote beaucoup de choses en nous. Il pilote aussi bien notre santé que le système immunitaire, que nos comportements et nos émotions. Et l'hypnose revient à souvent essayer de créer un contact avec cette partie inconsciente et d'essayer de pouvoir agir avec elle. Et du coup, pour ça, on va essayer de trouver des états qui nous permettent de sortir de nos modes de fonctionnement habituels et d'aller vers un mode de fonctionnement plus inconscient. On va faire une expérience, et en effet, toutes les personnes peuvent le faire en même temps, hein, c'est très simple et c'est très sécurisé.
Ensuite, c'est même une expérience qu'on peut refaire pour aller encore un peu plus loin dedans. Et l'idée, ça va être d'obtenir ce qu'on appelle un mouvement inconscient. C'est-à-dire que vos mains vont se mettre à bouger, mais pas comme si vous faisiez un mouvement classique, elles vont se mettre à bouger toutes seules. Ce que je vais vous proposer pour commencer, c'est que vous allez mettre vos mains, alors je les mets un peu proches là parce que la caméra, mais l'idée c'est de les écarter peut-être de 30-40 cm, quelque chose comme ça. Et ce que je vais vous proposer, ça va être dans quelques instants, vous verrez, les mains vont venir se rapprocher toutes seules, mais pour ça, vous allez déjà commencer par fermer les yeux. Et au début, il n'y a pas grand-chose à faire, à part juste être conscient de la position du corps, de votre respiration, la sensation des mains qui sont levées comme ça. Et je vais vous demander d'imaginer qu'il y a quelque chose qui va attirer les mains l'une vers l'autre, comme s'il y avait une sensation d'attirance, comme s'il y avait un lien qui se crée entre les mains. Et sans chercher à faire le mouvement, vous allez juste ressentir que vous pouvez laisser le mouvement se faire tout seul. Vous vous concentrez sur la sensation qui existe entre vos mains. Vous connectez à toutes les perceptions que vous avez et au fur et à mesure que les mains vont commencer à se rapprocher, vous allez avoir la sensation d'un léger décalage, comme si vous laissiez quelque chose se faire, comme si il n'y avait pas besoin de faire, mais juste de laisser le corps vivre cette expérience. Les mains sont attirées l'une vers l'autre, comme si quelque chose cherchait à se mouvoir à l'intérieur de vous. La respiration devient plus profonde. Les perceptions du corps commencent à changer. Et vous pouvez avoir cette sensation qu'il y a comme si naturellement il y avait quelque chose qui vous poussait à l'intérieur de vous-même, tout doucement. Le monde extérieur devient un petit peu plus lointain, comme si vous laissiez la réalité être très loin de vous, comme s'il y avait une sorte d'évasion mentale. Les mains sont de plus en plus attirées l'une vers l'autre, mais ça a de moins en moins d'importance en même temps. Étrangement, plus ce mouvement se fait, plus vous pouvez avoir l'impression que ce qui se passe dans votre corps est un peu lointain. Comme si vous laissiez complètement une part inconsciente de vous vivre cette expérience. Tout doucement, ça crée comme une forme d'engourdissement. Les rythmes du corps ralentissent. Les sensations changent. La perception du temps est aussi assez différente et il n'y a même pas vraiment besoin de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur, comme si vous laissiez juste cette expérience s'amplifier à son rythme. Il y a toujours les sensations au niveau des mains et la respiration, les perceptions commencent à changer. C'est un peu comme quand on marche dans la rue en pensant à autre chose et qu'on laisse notre corps avancer. Comme quand on lit un livre et qu'on oublie parfois que les yeux sont en train de suivre des lignes et on commence tout doucement à dériver, on commence tout doucement à être absorbé par l'expérience dans laquelle on rentre. Rentrer dans une histoire, rentrer dans une sensation. Et puis progressivement, c'est comme si cette part inconsciente de vous-même commençait à être de plus en plus présente. Cette part qui contrôle quasiment tous les aspects de votre vie. Celle qui génère vos émotions, vos sensations. Celle qui s'occupe de votre corps, de votre sommeil, de vos apprentissages et de votre mémoire. Vous n'avez jamais besoin de penser à ce qui doit se passer pour vous rappeler d'un mot, pour savoir comment faire un geste. On est complètement dans une confiance en cette partie inconsciente de nous-mêmes à chaque opération mentale. Et quand cette partie devient plus présente, ça change nos perceptions.
Alors je vais vous proposer de laisser une idée venir. Est-ce qu'il y a une émotion, une sensation qui pourrait être vraiment intéressante là pour vous, pour cette journée, pour cette soirée? Que ce soit de l'apaisement, que ce soit de la curiosité ou de la concentration. Quand on commence à rentrer dans un état hypnotique, ce genre de choses est beaucoup plus accessible que d'habitude. Alors j'aimerais juste demander à votre part inconsciente de créer, dans les prochains instants, la sensation qui serait vraiment la plus intéressante et la plus agréable à vivre pour vous là maintenant et pour les heures qui suivent. Et c'est comme si à partir de ces mots, de ces suggestions, cette part de vous commençait à créer l'état ou la sensation qui correspond à la recherche, à l'attente ou au désir que vous avez. Et ça peut être très simple et très agréable en même temps. Tout doucement, au fur et à mesure que vous rentrez encore un peu plus loin dans cette expérience, comme s'il y avait un lien qui se crée entre une part consciente de vous-même et une part inconsciente de vous-même. Il y a quelque chose en vous qui pourra simplement enregistrer cette expérience pour s'en rappeler, pour s'en souvenir. Ce lien qui a commencé à se créer, ce premier pas dans l'exploration d'un autre état, ce sera très facile de le retrouver et peut-être même d'aller encore un peu plus loin. Un peu comme quand on vient juste d'effleurer quelque chose et qu'on sent toutes les possibilités qui peuvent exister derrière. Tout doucement, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre respiration, à l'état dans lequel vous êtes. Vous allez pouvoir peut-être bouger un petit peu consciemment, reprendre une bonne respiration. Prendre contact avec les mouvements du corps, avec les mains, les doigts. Puis tout doucement, revenir dans un état un peu plus ordinaire, ouvrir les yeux, respirer. Moi, c'est ce qu'il voulait, Alexandre. Il voulait que tu l'hypnotises. Hein. C'est ça qu'il voulait. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu, tu vois, en étant novice, un peu de mal, tu vois, je sais pas toi, Vincent, mais à sortir vraiment, tu vois, quand tu mets. En fait, c'est la visualisation, je pense, qui est compliquée et qui doit venir avec le temps, peut-être. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est vraiment un travail dessus et c'est des choses qu'on explore et qu'on connaît pas. Donc, forcément, j'imagine que ça prend du temps et c'est toujours intéressant. Complètement, oui. Puis après, tu sais, c'est un petit peu, je refais un parallèle avec le yoga, mais si t'as jamais fait de yoga et que je te montre toutes les positions de yoga, il y en a qui sont plus simples que d'autres. C'est ça. Et en fait, il y a plein de façons de faire de l'hypnose. Là, on a fait un petit exercice, mais ce qui est normal, si je fais cet exercice avec 100 personnes en même temps, il y en a qui vont vivre un truc très fort, d'autres qui vont avoir un peu plus de mal parce que ça sera peut-être un exercice qui sera plus, avec lequel ils sont plus à l'aise ou moins à l'aise. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de façons de faire de l'hypnose et passer par l'hyperventilation, par exemple, est une façon aussi de faire de l'hypnose. Passer par des exercices plus mentaux. On n'est pas obligé de faire de la visualisation pour le coup. On peut aussi passer par du mouvement, on peut aussi passer par plein de choses. Donc souvent au début, on va tester plusieurs façons de le vivre. On va voir celles qui nous plaisent le plus aussi. Souvent c'est celle avec laquelle on aura le plus envie de travailler au début parce que du coup il y a une facilité, donc c'est plus agréable, c'est plus gratifiant. Puis après on va souvent développer les autres aussi parce qu'elles vont développer des nouveaux aspects de notre fonctionnement. Donc c'est assez riche après comme pratique. Et donc, c'est intéressant. Il y a différents types alors, c'est ça? Il y a la visualisation, En fait, l'hyperventilation. Est-ce que on a c'est. très peu de visualisation en hypnose. En fait, on s'aperçoit que la visualisation est beaucoup moins efficace que ce qu'on avait imaginé à une époque. Ça reste un neuromythe quelque part, la visualisation. On croit qu'il faut visualiser. En fait, il y a beaucoup de fausses expériences de visualisation qui circulent, donc on a cru que c'était important. Aujourd'hui, on s'en coupe un peu parce qu'on s'aperçoit que c'est pas très très important. Pour le cerveau, ça change pas grand chose en fait qu'on visualise ou pas. Donc par contre, la visualisation, c'est plutôt joli, donc ça rend l'expérience agréable. Mais au-delà de ça,
ce qui est surtout important, c'est le ressenti. C'est vraiment ça qui va être moteur pour le corps et pour notre fonctionnement inconscient. C'est vraiment le sens privilégié. Donc la visualisation, c'est pas forcément une chose très importante. Euh, Après, ce qui va être surtout important, c'est toutes les sensations de décalage qu'on va avoir. Et on va essayer de cultiver ces sensations de décalage pour les avoir de plus en plus. Tu vois, je parlais de toutes les façons de modifier l'état de conscience. Quand les chamans passent par des psychotropes, c'est comme s'ils prenaient un raccourci, quelque part. C'est sûr que si tu prends de l'ayahuasca, tu vas avoir un sacré état de conscience modifié. Bon, l'idée, c'est qu'avec l'hypnose, on doit pouvoir obtenir les mêmes états, mais sans passer par un psychotrope, sans passer par une substance. Donc, évidemment, c'est un peu plus long. Même s'il y a des gens parfois qui vont assez vite vers cette expérience avec quelques heures d'entraînement, hein, mais souvent ça prend un peu de temps pour maîtriser ça. Mais par contre, tu comprends tout le trajet qui permet d'y arriver, ce qui est assez passionnant à vivre. Et donc après, tu as parlé d'hyperventilation, c'est ça? Il faut Ouais, faut faire attention. Est-ce qu'il y a tu en as parlé tout à l'heure, les gens des fois ont un petit peu peur. Qu'est-ce que tu conseilles justement aux gens qui voudraient se lancer dans ça? Quel objectif, quel type de personne ça peut intéresser et ça peut avoir du sens? Tu vas me dire tout c'est le monde? comme tout, il faut bien apprendre à le faire. Il y a quelques petites contre-indications, mais qui sont pas énormes, hein. Je pense à l'épilepsie, femme enceinte. Donc, puis il y a les doucements aussi. En fait, si on est accompagné par un professionnel qui va poser un cadre, on peut y aller assez fort. Moi, je pense que dans vos ateliers, j'ai eu la chance de vous voir dans l'atelier Wim Hof, justement, où tu menais ça, Vincent. C'était très chouette. Et on s'aperçoit que les gens, l'effet de groupe aussi joue et que les gens se sentent en sécurité. Si on le fait soi-même tout seul en découvrant, moi j'avais commencé comme ça l'hyperventilation, j'y suis allé un peu doucement par étapes, parce qu'on voilà, on a besoin d'apprendre à se connaître aussi. Mais c'est sûr que c'est des bonnes pratiques. Il y a, il y a plein de formes il y a plein de formes de respiration après qui sont intéressantes. Moi, il y en a une que j'ai pas mal pratiquée, qui est ce qu'on appelle la respiration holotropique, qui a été développée par un psychiatre qui s'appelle Stanislas Grof. J'avais la chance de le faire venir en France il y a quelques années. On avait fait tout un atelier aussi avec lui. Et Stanislas Grof, pour la petite anecdote, il a développé la respiration holotropique après l'interdiction des psychotropes, justement, parce qu'il essayait de trouver des moyens d'obtenir à peu près des effets similaires. Voilà, après, il y a la respiration Wim Hof, il y a une petite différence, mais ça reste la même famille de travail, au fond. Il y a des formes de respiration après avec des apnées, avec des tensions musculaires ou des choses comme ça. Il y a plein de variantes. Et c'est un des moyens de modifier l'état de conscience. Il a le mérite d'être assez simple et physique. Donc pour les gens qui sont beaucoup à se poser des questions, parfois passer par la respiration, ça court-circuite un peu ça, et donc ça peut être une belle porte d'entrée. Et on a assez vite en général des bonnes modifications. Donc pareil, c'est un état avec lequel, c'est une expérience avec laquelle les gens sont vite un peu à l'aise quand ils dépassent les petites appréhensions du début. Vincent, je sais pas si tu veux rebondir. Non, mais voilà, on va parler de santé mentale parce que ça fait 3 fois que j'y reviens. Mais Vas-y. non, mais ce qu'il faut donner aux gens, c'est dire que on s'entraîne à prendre soin de notre mental, à prendre soin de notre esprit et prendre soin de notre santé mentale. Il y a finalement plein de façons possibles d'en prendre soin. C'est comme prendre soin de son corps physique. On peut faire du yoga, du ping-pong, de l'escalade, aller courir ou faire du kayak. Tout ça, c'est une façon de prendre soin de notre corps. Et ben, si on pense à un entraînement de l'esprit, eh ben, on peut faire de l'auto-hypnose, on peut faire de la méditation, on peut faire de la respiration, on peut faire du yoga. Enfin, je sais pas comment tu vois la chose, Kevin, mais je crois que c'est un spectre qui est super, très très large. Ouais, je pense aussi, oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'état de conscience, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est le dénominateur commun de tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ces expériences, il y a un truc qui va modifier notre état de conscience. Mais après, chacun va trouver sa manière de le vivre. Et puis en plus, ça change dans une vie. Je pense qu'il y a un moyen qui va nous plaire, et puis après, c'est un autre. Euh, je pense qu'on passe par différentes explorations autour de ça. Mais par contre, en effet, le bienfait va toujours être là. C'est-à-dire qu'au final, ces expériences, elles nous font vraiment du bien. Et elles nous aident aussi à mieux vivre un peu tout ce qu'on va traverser dans une vie. Donc ça fait le lien en plus avec la santé mentale. Et tu as dit 2 fois qu'il y avait une notion de thérapie et après une notion d'entraînement de notre santé mentale. Par exemple, moi, je commence avec une psychologue, tu vois, je fais de l'EMDR Ouais. dans l'idée de m'optimiser. Il y a 6 mois, je t'aurais dit, j'ai aucun problème, je gère. Et finalement, je découvre des choses, tu vois, et c'est super intéressant. J'invite tout le monde à explorer ça, mais comment tu définis en fait la thérapeutique d'un entraînement de l'esprit? En fait, très basiquement, tu vas avoir un thérapeute quand tu sens qu'il y a un gros truc à travailler, quoi, grosso modo. Je pense on aurait
tous l'utilité à faire une thérapie, mais pas forcément le besoin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment bloqué dans sa vie, c'est sûr que ça devient un besoin. Euh, il me semble que le parcours que tu décris là, il est le mieux, enfin le meilleur à mon avis. C'est qu'en fait, si on commence à s'explorer nous-mêmes, en effet au début on peut se dire bah tout va bien, mais on va souvent tomber sur des petites choses. On se dit bah là je sens que je vais avoir peut-être besoin d'être aidé parce que je sais pas quoi faire avec ça en fait. Mais je trouve ça très bien de commencer par l'explorer soi-même en fait déjà. Et on va sentir nos limites, on va sentir les endroits où on a des zones où on n'arrive pas à aller, on va sentir les endroits où on se bat un peu avec soi-même. Et puis c'est là qu'on va se dire, bah, peut-être soit je peux apprendre, soit je peux demander un peu d'aide. Et c'est là qu'un thérapeute peut être vraiment utile. Mais si on revient un petit peu sur ce sujet de santé mentale, si on met de côté les gros problèmes de vie qu'on va vivre, c'est-à-dire les accidents de vie, quoi, grosso modo, qui viennent de nous, qui viennent de l'extérieur, où là souvent on a besoin d'être un peu accompagné. C'est sûr que quelqu'un qui vit un deuil brutal, c'est normal de vivre un deuil. C'est pas toujours problématique, hein. C'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir une difficulté. Parfois, le deuil devient problématique, et là, il y a besoin d'être accompagné. Mais c'est pas toujours facile pour soi-même de faire la différence. Donc, dans le doute, c'est aussi bien de peut-être d'aller voir quelqu'un et de dire voilà, je sais pas où j'en suis, j'ai besoin d'un regard extérieur, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à y voir plus clair, en fait. Et là, la personne, ne serait-ce qu'en une séance, va pouvoir nous dire, ben non, il n'y a pas besoin d'une thérapie, peut-être juste explore par exemple de l'auto-hypnose ou de la méditation. Ou alors, bah oui, là, il y a vraiment besoin de faire un travail parce qu'il se passe quelque chose qui est complexe et ça va pas être facile de faire par toi-même. Pour moi, la question de la santé mentale, elle arrive avec la question de la prévention. Parce qu'en fait, on considère souvent que la santé, c'est juste ne pas avoir mal. Euh, et en fait, c'est une vision très très réductrice de la santé. J'imagine que c'est pareil pour le corps, mais c'est pas mon domaine de spécialité, mais c'est vrai que quelqu'un qui va juste se dire tant que j'ai pas mal, tout va bien, et qui va jamais prendre soin de son corps, qui va jamais, ne serait-ce que faire quelques assouplissements, faire attention à sa récupération et à son alimentation, il y a un moment où ça va poser problème. Et c'est pareil pour l'esprit. Peut-être là aussi encore plus encore, les gens ont tendance à penser qu'il faut tenir avec l'esprit. On est dans une société du contrôle, donc tout va bien, je tiens, c'est pas grave ce qui m'arrive, j'avance, je suis un battant, etc. C'est là que le développement personnel a fait des gros dégâts aussi dans les croyances collectives par rapport à ça, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui attendent beaucoup trop longtemps avant de prendre soin d'elles, avec l'idée qu'elles tiennent, en fait. Et du coup, quand elles tiennent plus, ben, elles tiennent vraiment plus. Si je prends un exemple hyper concret, c'est le burn-out. Il y a beaucoup de gens qui, avant un burn-out, ont des signaux de leur corps. Ils ont des moments de fatigue, ils ont des moments où ils ont du mal à récupérer, d'irritabilité et tout ça. Ils vont faire comme si de rien n'était, ils vont avancer, ils vont se dire que tout va bien, et il y a un moment où ça lâche. Le corps, il lâche d'un coup, et là, ben là, c'est plus difficile à gérer. Donc il y a pour moi sensibiliser à la santé mentale, et puis à prévenir aussi, parce que il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour éviter qu'un jour ce genre de situation arrive. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, je suis Ouais, désolé, mais vas-y. est-ce qu'on pourrait pas voir ça aussi en se disant, tu vois, notamment tous ces troubles de l'attention maintenant, est-ce que des fois mettre des mots sur des choses, c'est pas trop négatif et les gens ne voient pas ça un peu comme une fatalité au final? Donc je m'explique, par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'enfants maintenant où on dit, voilà, ils ont un trouble de l'attention notamment, on sait qu'on peut avoir un impact dessus, on peut essayer de Mhm. travailler dessus, mais typiquement, un enfant peut se dire oui, ben moi j'ai un trouble, j'ai un handicap, ben voilà, c'est comme ça, c'est fini, c'est figé. Et est-ce que c'est pas pareil Complètement aussi d'accord avec toi. parfois avec des périodes un peu comme de la. Tu sais, tout le monde maintenant se dit un peu en dépression. Et genre, limite, après, c'est bien d'en parler, hein, j'ai rien contre ça. Mais moi, je trouve que des fois, cette culture de voilà, parler, tu sais, maintenant, c'est limite à la mode de dire j'ai fait une dépression, d'en parler sur les réseaux, on le voit tout le temps, on voit tout le temps des gens qui parlent de ça et tout. Est-ce que c'est pas aussi trop banaliser tout ça? Et Bien alors sûr. qu'il y a vraiment des gens qui vivent des choses qui sont très difficiles. Et est-ce qu'on rend pas des petites déprimes pour des dépressions, tu vois? Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est quoi ton Je suis avis un petit peu? complètement d'accord Est-ce avec que ça toi. nous fragilise pas un petit peu? En fait, je suis complètement d'accord avec toi et je pense pas avoir dit quelque chose qui était à l'inverse de ça, hein. En fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a, d'un côté, en effet, aujourd'hui, il y a je pense, une surréaction et en plus un gros besoin, en effet, de poser des étiquettes. Ça, c'est un vrai problème, hein, pour le coup, parce que on s'aperçoit en effet d'une chose, c'est que et si je prends l'exemple de parents qui vont voir des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues, ma compagne est psychiatre, c'est un des sujets sur lesquels on a pas mal discuté ces derniers temps, mais là elle a des réticences à mettre des étiquettes quelquefois pour des bonnes raisons, parce qu'elle sait qu'une fois qu'elle étiquette, il y a un soulagement, hein, c'est vrai que ça fait du bien, mais parfois aussi, après, bah, il y a ce côté fataliste, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, je suis comme ça, donc c'est à double tranchant. En effet, je suis d'accord, et ça demanderait parfois beaucoup de prudence avant de mettre une étiquette.
Je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que les gens surestiment souvent leurs problématiques. Et le mot que tu dis dépression, confondre dépression et déprime par exemple, c'est très 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 courant. Après, moi, c'est pas tout à fait de ça dont je parlais. Ce dont je parlais, c'est le fait d'apprendre à se connaître, physiquement et mentalement. Je pense qu'on en a tous besoin. Et justement, tu vois, apprendre à se connaître, c'est pas mettre des étiquettes sur ce qu'on vit, c'est simplement se dire qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui me fait pas du bien, de quoi je suis porteur ou non. Est-ce que j'ai des endroits où je suis en train de me mettre des limites? Est-ce que il y a des croyances qui m'empoisonnent? Est-ce que j'ai des comportements récurrents qui quelquefois ne sont pas bons? Et sans dire voilà, j'ai des troubles de l'attention ou si quelqu'un doit le dire, c'est pas à nous de se le dire. En plus, ça c'est vraiment un spécialiste qui justement va faire attention avec ça. Mais par contre, quelqu'un qui remarque qu'il manque de motivation à un moment donné dans sa vie, ben ce serait dommage de faire comme si de rien n'était. S'y intéresser, se demander qu'est-ce qui se passe, se poser des questions, ça évite des grandes crises plus tard. Moi, dans mon cabinet, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, qui vivaient leur crise de la quarantaine parce qu'ils avaient fait semblant que tout allait bien pendant 20 ans et qui s'étaient forgé un modèle de vie qui correspond à leurs croyances qu'ils avaient à 20 ans parce qu'ils étaient persuadés de ça. Puis en fait, ils s'aperçoivent au bout de quelques années que ça leur va pas du tout, que ils courent après. Euh, tu vois, je pense beaucoup dans le domaine de la performance, on voit beaucoup ça. Hein, la quête de la performance, c'est aussi quelquefois pour combler un vide existentiel, ça peut arriver. Et t'as des personnes qui, quand elles vont arriver en fin de carrière, vont avoir une énorme déprime parce qu'en fait, elles n'ont pas envisagé qu'il y avait un après. Et comme les carrières s'arrêtent assez tôt dans ces milieux-là, parfois c'est des claques assez fortes. Donc c'est comment je fais en sorte d'être attentif à ce qui se passe en moi pour ne pas me laisser submerger un jour par quelque chose qui arrive. C'est vraiment juste ça pour moi cette question de la santé mentale. C'est du côté prévention en tout cas, c'est être sensibilisé en tout cas à ces questions. Merci. Tu vois, il y a la question de vraiment être honnête avec soi-même. Ouais. Pour aller explorer tout ça, parfois ça peut être difficile. C'est là que l'auto-hypnose a des limites, tu vois, par exemple. C'est là qu'on a besoin d'un thérapeute parfois. Ouais. Quels seraient les moyens de reconnaître que on a des comportements qui sont négatifs dans notre quotidien? Est-ce que ce serait, je sais pas, le regard d'un proche ou au contraire, comment on fait Ça peut arriver. pour faire le point, pour être objectif avec nos réactions qui sont limitantes? Ça, c'est une grande question. Et quand je parlais d'apprendre à se connaître, c'est justement que ça va nous ramener un peu plus vers de l'objectivité. Parce que tu sais, si on prend l'exemple des compulsions, la plupart des gens qui ont des compulsions identifiées par leurs proches n'ont pas conscience d'avoir des compulsions eux-mêmes avant qu'elles deviennent assez graves, en fait. Nos proches, en général, ils voient déjà des choses en nous avant même que nous, on le voit. Donc, en effet, quelquefois, ça peut être bien. À pas toujours prendre au pied de la lettre, hein. Parfois, il y a aussi des gens qui surévaluent. Mais en tout cas, être ouvert à ça, ça peut être bien. Et puis essayer de sentir si quelquefois il y a des choses qui nous dépassent. Est-ce que je fais des choses parce que c'est plus fort que moi, en fait? Est-ce que je fais des choses, est-ce que je m'invente une histoire autour de ce que je fais aussi? Tu vois, c'est l'exemple du fumeur qui dit toujours qu'il peut arrêter quand il veut. En fait, il s'invente une histoire. Mais en fait, ça fait longtemps qu'il peut plus arrêter quand il peut. C'est l'histoire de la personne qui se dit qu'elle a besoin que de 4-5 heures de sommeil par nuit, alors qu'en fait, elle a des vrais troubles de sommeil. Et donc, souvent, on est un peu déphasé par rapport à nous-mêmes. Tu vois, l'exemple extrême qu'on connaît, c'est l'anorexie. C'est des personnes anorexiques qui disent encore qu'elles doivent perdre du poids, mais en fait, tout leur entourage voit bien qu'en fait, il y a une problématique. Maintenant, ce qui est pas simple, c'est d'écouter quand quelqu'un nous dit qu'il y a un problème. Et là aussi, tu vois, dans les cabinets, pour former beaucoup de praticiens et pour faire aussi de la supervision de praticiens, je vois beaucoup de praticiens qui racontent tous la même chose. C'est que les gens viennent les voir quand c'est déjà tard, quand le problème est devenu trop important pour le masquer. Et quand bah ouais, ça a souvent déjà fait un petit peu de dégâts. Mais on n'est pas dans une culture de la prévention en fait dans notre culture. Notre médecine n'est pas une médecine préventive et notre psychologie l'est encore moins quelque part. On va voir un médecin quand on a une maladie, on va voir un psychologue quand on a un problème. Mais je pense vraiment, sincèrement, que la plupart des problèmes que les gens vivent auraient pu être désactivés avant qu'ils en soient à ce stade-là. Justement, tu parles de prévention. Nous, typiquement en kiné, pour le corps, on pourrait dire, ben voilà, on va peut-être, allez, on va faire un bilan, on va regarder un petit peu ta souplesse, ta force musculaire. Typiquement, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple sur la santé mentale, à quoi ça pourrait correspondre, sur quoi on pourrait s'appuyer pour avoir un ressenti de est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien ou est-ce qu'on est mal? Bien sûr, oui, il y a alors, il y a même des petits questionnaires qui existent d'évaluation de la santé mentale qui ont été utilisés pour plein d'études. Ça se trouve assez facilement même sur Internet. Alors voilà, après il faut faire attention aussi. Un questionnaire, ça peut être une piste, mais
Là aussi, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui va savoir nous poser vraiment des questions un peu plus personnalisées. Mais après, il y a des auto-questions qu'on peut se poser. Est-ce que je récupère bien? Est-ce que je sens de la fatigue? Est-ce que je ressasse beaucoup, par exemple, des choses comme ça? Est-ce que je surréagis dans certains domaines de ma vie? L'irritabilité, c'est souvent des signes qui sont assez importants. Est-ce qu'il y a des émotions avec lesquelles je suis pas à l'aise? Ça, c'est une très bonne exploration à voir. Est-ce que on a tous plus ou moins des émotions qu'on aime plus ou moins. Il y a des gens, par exemple, qui vont fuir la colère. Il y a des gens qui vont, dès qu'il y a une peur, ça les met dans un état soit d'affrontement de la peur, soit de déni de la peur. Donc c'est intéressant d'aller voir s'il y a des types d'émotions avec lesquelles on a tendance à avoir des réactions un petit peu fortes. De voir aussi nos sources de motivation. Quelles sont nos sources de motivation? Est-ce qu'elles sont saines dans la durée ou est-ce qu'elles sont malsaines dans la durée? Par exemple, il y a les motivations à l'évitement sont souvent des motivations épuisantes. Alors que les motivations qui sont plutôt générées par un objectif attirant sont plutôt des motivations qui vont nous nourrir. Donc il y a plein d'endroits comme ça où on pourrait explorer. Mais ouais, comme tu dis, on peut faire des tests de souplesse psychique comme on peut faire des tests de souplesse physique. Super. Et juste, on a parlé des émotions et aussi un petit aparté sur le désir. C'est vrai que c'est quelque chose Mhm. qui est difficile, parce que surtout dans peut-être nos sociétés qui nous poussent un petit peu à vouloir toujours acheter, consommer, ou même changer de vie, se comparer aux autres. C'est quoi un petit peu ta vision sur le désir? Est-ce qu'il faut se couper un peu de tout ça? Est-ce qu'il faut savoir l'accepter? Tu vois, tu parles de quelqu'un typiquement qui va peut-être faire de l'hypnose, qui derrière va avoir un bouleversement dans sa vie et qui va désirer Ouais. complètement autre chose. C'est la vérité, elle est où en fait? Est-ce qu'il faut écouter ses désirs? Est-ce que justement il faut les couper? C'est où trouver la vérité dans tout ça? C'est une question qui est très complexe et je Désolé. pense que là, non, mais ça la rend intéressante. Hein, quand je dis complexe, c'est dans le sens où on a toutes des réponses différentes à cette question-là. Euh, Il y a deux aspects dans ce que tu dis. Le premier, c'est que je crois que dans notre société, on n'a plus beaucoup l'habitude de la frustration dès l'enfance. Et là, c'est même assez dramatique pour la génération d'enfants là qui va arriver parce qu'on les a vraiment de moins en moins habitués à la frustration. Il y a vraiment l'idée de la satisfaction immédiate des désirs. Mais c'est vrai aussi pour les adultes. Hein, il suffit d'aller sur Amazon et commander n'importe quoi, et tu l'as dans 2 jours, peut-être même le lendemain. Tu vois, ça dépend où tu habites. Donc on n'a plus de on sait plus différer le désir. Et pourtant, la base du désir, c'est de savoir le différer. Donc ça nous met dans une grande contradiction. Et du coup, par exemple, dans l'éducation, rééduquer à la frustration, je pense que c'est un des meilleurs services qu'on peut rendre à un enfant si on a un enfant. C'est lui apprendre à savoir différer ses plaisirs, c'est hyper important. Parce que c'est ça qui va créer de la persévérance, c'est ça qui va créer de la capacité à aller réaliser ses rêves, à aller réaliser un objectif ou un rêve. Ça demande parfois de grosses frustrations. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va pouvoir apprendre à gérer. Après, il y a aussi l'inverse parfois. On est aussi, et c'est là qu'on est dans une société qui est assez contradictoire là-dessus. C'est qu'on est aussi dans une culture où désirer n'est pas bien et pas bien vu. On est encore dans une morale judéo-chrétienne. Pour beaucoup, on est encore baigné là-dedans. Où attention, le désir c'est le mal. Le plaisir et le désir sont même vus un peu de cette façon-là. Et ça pose d'autres problèmes. Ça pose des problèmes déjà de légitimité du désir. Est-ce que je peux accepter mon désir? Est-ce que j'ai le droit de l'exprimer? Est-ce que j'ai le droit de le regarder même quelquefois? Donc il y a beaucoup de gens qui vont refouler aussi certains désirs. Donc c'est assez contradictoire cette notion-là. Maintenant, le centre de ta question, c'est est-ce qu'on doit écouter nos désirs ou pas? En fait, si je sais différer mes désirs, je prends le temps d'y penser. Donc, écouter les désirs de manière impulsive, c'est pas toujours une bonne idée. Mais donc, première chose, c'est de savoir le différer et d'apprendre à le mettre un peu à distance, lui laisser mûrir ce truc-là. Ce que tous les publicitaires essaient de nous faire court-circuiter. Hein, ils veulent qu'on, par exemple, c'est comment je crée de l'achat impulsif, parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, les gens ont du mal à résister à ça. Mais si je diffère mon achat, par exemple, puis que je prends le temps d'y réfléchir, il y a pas mal de fois où je le ferai pas. Donc c'est intéressant de voir quelles sont les techniques des publicitaires pour voir qu'est-ce qu'on doit retravailler pour se muscler justement. Et en même temps, tu vois quelqu'un qui va s'éloigner de ses désirs, et c'est souvent des conflits de valeurs, ça. Imaginons, je me suis créé une vie qui commence à être bien sécurisée. Puis peut-être que c'était mon objectif de vie, peut-être que j'ai eu besoin de me créer une vie dans laquelle j'ai un peu d'argent, j'ai une relation stable, j'ai un endroit dans lequel je vis bien, et ça y est, je me suis créé ma sécurité. Mais en général, dès qu'on atteint quelque chose, en tant qu'être humain, on veut autre chose. Donc il y a un désir de liberté qui va commencer à venir. Ce désir de liberté, on va essayer de le réfréner un peu parce qu'il est destructeur. Si vraiment je l'écoute,
Peut-être que je vais quitter la personne avec qui je suis, je vais envoyer bouler mon boulot parce que je finis par m'ennuyer, et puis peut-être que je vais déménager parce qu'en fait j'ai plus besoin de... Et en fait, si on l'écoute trop rapidement, ce désir-là, il casse toute notre vie. Et ça, on va prendre un autre exemple, c'est ce que les sectes essaient de faire souvent. Elles essaient de pousser les gens à tout changer le plus vite possible. Donc c'est pas une très bonne idée, en général. Mais à l'inverse, si je le diffère trop, je vais avoir un écart entre ce que je suis et ce que je veux. Et cet écart-là, il va amener à des crises existentielles assez fortes aussi. Et typiquement, la crise de la quarantaine, c'est quand même souvent ça. C'est j'ai différé mes désirs, encore, et là, tout d'un coup, ça ne tient plus. Et le problème, c'est que là, quand ça éclate aussi de manière très dure. Donc il y a un équilibre à trouver entre les mettre un peu à distance pour avoir le temps de les regarder, de les analyser et de pas tout de suite les satisfaire, et en même temps ne pas les oublier non plus. C'est très clair, merci beaucoup. Je sais C'est pas si magnifique. Vincent, Ouais, c'était trop bien. Franchement, on n'avait jamais parlé de désir encore et je pense que c'est 1000% ça aussi, hein. Et Euh, juste, on parle de désir. Un aspect un peu négatif du désir parfois, c'est aussi l'addiction, hein, pour Ah certains, oui, oui. malheureusement. Quel impact peut avoir l'hypnose? Est-ce que tu as eu justement des revirements de situation assez importants, des exemples à nous citer aussi? Et pour aussi parler nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelques conseils que tu pourrais nous donner on va reparler de ton application peut-être, hein. Je savais même pas que tu avais une appli, désolé. On la mettra bien Non, mais sur un lien. c'est chouette. Et d'ailleurs, Ouais. n'hésitez pas à poser vos questions. Kevin, je pense il essaiera de prendre le temps de mettre un petit commentaire et à vous répondre Avec grand sur plaisir. YouTube, donc n'hésitez pas. Voilà, donc excuse-moi, je suis parti un peu, mais juste pour revenir à ces addictions-là, est-ce que tu pourrais nous citer déjà un exemple de changement peut-être de situation que tu as vécu? C'est assez courant, en fait. Bizarrement, l'hypnose est très connue pour le travail sur les addictions et les compulsions. Il y a énormément d'études qui ont pu être faites sur ça, d'études scientifiques sur voilà, différentes formes d'addiction. Et pour aborder ça, ce que je dirais, c'est qu'en fait, et tu vois, ça serait une autre définition de l'hypnose, c'est qu'en fait, le monde nous hypnotise en permanence. Et notre cerveau nous hypnotise aussi en permanence. C'est-à-dire qu'on est plein de conditionnements à l'intérieur de nous. Mais en fait, notre cerveau, il est très bon pour nous hypnotiser, et il va, pour expliquer un peu même le fonctionnement physiologique des addictions, euh, si on prend nos ancêtres, si on remonte à quelques centaines d'années en arrière, trouver de l'énergie dans la nature, c'était très compliqué. En fait, ne serait-ce que manger, tu vois, trouver des aliments qui vont te satisfaire, il fallait chasser, il fallait se débrouiller, c'était incertain. Et en fait, on est quand même le fruit de centaines et de centaines de générations qui ont vécu du manque. Et donc notre cerveau, dès qu'il a quelque chose qui est bon pour lui, il va nous créer en fait une sorte de décharge hormonale. Il active ce qu'on appelle techniquement le circuit de la récompense. En gros, imaginons que tu manges du sucre raffiné, donc une barre chocolatée par exemple. Ton cerveau, il est programmé depuis des millions d'années à se dire ce truc-là, c'est tellement énergétique que c'est très bien que t'en manges. En fait, donc il va te donner une sorte d'impulsion de plaisir. Parce qu'en fait, en te faisant ça, il te dit reprends-en. Mais parce que notre cerveau, il est habitué il est programmé pour penser que c'est rare et que tu vas peut-être pas en avoir le lendemain, ni le surlendemain. Ton cerveau, il sait pas ce que c'est un supermarché, quoi, grosso modo, ni un distributeur automatique même pour la barre chocolatée. Donc, comme il pense que c'est rare, comme notre corps est conditionné à penser que c'est rare, il va te donner des surréactions hormonales pour que tu en veuilles encore plus. Et plus tu manges un truc énergétique, plus ça va faire ça, en gros. Donc, ça va activer ce circuit de la récompense. Et ton cerveau, c'est comme un dealer. Tu fais un truc, il va donner une satisfaction. Tu fais un truc, il va donner une satisfaction. Quand t'as soif et que tu bois, il fait ça aussi. Il te donne une satisfaction. C'est ça qui nous a appris à avoir les bons comportements. Quand t'es fatigué et que tu dors, ton cerveau te donne de la satisfaction et t'as vite compris que c'était bien et c'est super. C'est comme ça qu'on a créé nos bons comportements. Prenons quelqu'un qui prend de la cocaïne, par exemple, tu vois. C'est pareil, c'est une substance qui est tellement forte au niveau de ce qu'elle va créer dans le corps que le corps fait waouh, c'est incroyable. Je te donne une énorme satisfaction parce que t'as trouvé t'as trouvé une substance qui est super forte, en fait. Mais le problème, c'est que celle-ci, elle est vraiment pas bonne pour le coup. Mais le corps ne voit pas ça, en fait. Il voit d'abord qu'il y a eu un truc qui a eu une action très très forte sur lui. Donc c'est un peu comme si on était hypnotisé par des réactions archaïques. Quelque part, notre cerveau, il n'est pas à jour avec notre mode de vie. Je prends un dernier exemple là-dessus, c'est le scrolling sur les réseaux sociaux. C'est quasiment le même mécanisme avec un autre déclencheur. Ce déclencheur-là, c'est un autre circuit de la récompense, c'est un autre besoin fondamental du corps, c'est la survie. Enfin, c'est le même au fond, la survie. Mais par contre, une autre manière d'arriver à la survie, c'est de ne pas être seul et d'être accepté dans une société. Un être humain, en fait, il a vite compris, pareil pour nos ancêtres, qu'être seul, c'était être mort. Donc on a besoin de faire partie d'un groupe et on a besoin de marques d'affection du groupe pour se sentir en sécurité.
Bon, bah ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris avec les likes et les commentaires et tout ça. J'imagine, par exemple, et on est tous pareils, hein, que quand vous publiez une vidéo sur YouTube et puis qu'il y a plein de commentaires et de likes, bah ça fait plaisir, en fait, parce qu'on se dit, bah, mon travail est apprécié, et c'est bien. C'est simplement que si une personne a une petite faille sur son estime d'elle-même, ou une petite faille sur son besoin d'acceptation, ou son besoin d'être aimé, ça tape en plein dedans. Elle va surréagir à ça. Et du coup, bah, très vite, en fait, je vais commencer à chercher des marques de satisfaction. Pareil pour le scrolling avec TikTok et tout ça, où il y a des petites informations qui vont très vite. Et ça, pareil pour le cerveau, il veut de l'information. Parce qu'en fait, l'information, c'est de la survie. Donc, toujours le même mécanisme. La survie avec de l'information, de l'approbation, de l'énergie. Et donc, le cerveau te pousse à en consommer de plus en plus. Donc, c'est une forme d'auto-hypnose. Ce qu'on va faire avec l'hypnose, c'est qu'on va essayer de court-circuiter ce mécanisme. En fait, le cerveau fait un lien entre, je sais pas moi, sucre et bien-être. Et bien, en fait, on va essayer de créer une sorte de coupure dans ce mécanisme, et on va faire en sorte que bien-être puisse être déclenché par autre chose que sucre. On va essayer de le faire dériver. Quelque part, c'est comme si on changeait le circuit. Et on va entraîner le cerveau à changer son circuit. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'une personne va obtenir le même bien-être, mais sans passer par le phénomène addictif. Et Autre chose qu'on va faire avec l'hypnose, pour terminer là-dessus, c'est qu'on va aussi apprendre à quelqu'un à créer son état sans passer par la substance. Donc, par exemple, ce qu'on va faire avec les gens qui sont alcooliques ou cocaïnomanes, c'est qu'on va leur apprendre à atteindre l'état. C'est là que c'est intéressant d'atteindre plein d'états de conscience. Je peux amener quelqu'un à un état d'ébriété sans lui faire boire d'alcool, avec l'hypnose. Et qu'est-ce qui se passe pour la personne à ce moment-là? Elle comprend qu'en fait, elle peut se désidentifier de la substance et elle peut atteindre l'état dont elle a besoin, parce qu'elle a peut-être besoin de cet état-là, sans passer par la substance. Et donc, ça va participer au fait de défaire l'addiction. Maintenant, je mets un petit bémol à ça, c'est que il y a des addictions qui sont plutôt assez faciles à travailler, mais il y a des addictions qui sont très complexes à travailler, même avec l'hypnose, hein. Dans mon école, on a un cours spécialisé en addictologie. On a 2 profs qui sont vraiment des très très grands experts de ça, mais qui vont toujours commencer par dire, si on travaille sur l'addiction lourde, on perd des patients, parce que on n'a pas trouvé de solution aux addictions très lourdes. L'alcoolisme est une des pires, par exemple, où il n'y a aucune thérapie qui a un taux d'efficacité très élevé par rapport à ça. Mais l'hypnose permet des outils qui viennent aider assez fortement et qui viennent parfois diminuer les symptômes, qui viennent parfois aider les gens à s'en sortir quand même. Ça dépend de la gravité de l'addiction et ça dépend de combien de temps elle est là et tout ça. Et sur le sucre, le tabac notamment, est-ce qu'il y a une Oui. efficacité? Est-ce que vous avez des chiffres? Ou là, tu parles d'alcool qui est plus difficile. Est-ce que sur le tabac notamment et sur ce problème peut-être d'obésité, après, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais sur le sucre, est-ce qu'il y a des chiffres pour montrer un petit peu aux gens Oui. le potentiel d'efficacité de ce traitement? Je saurais pas te donner des chiffres précis là-dessus. Je sais que le tabac, ça a été pas mal étudié. Ça fonctionne, on va dire, plutôt très bien. C'est une des thérapies qui fonctionne le mieux. Je crois même que c'est celle qui fonctionne le mieux là-dessus. J'ai pas de chiffres en tête. Il y a, pour ceux qui veulent regarder sur tous les sites du type PubMed et tout ça, il y a pas mal d'études sur le tabac. L'exemple du poids, il est un peu différent. En fait, ce qui est différent, et c'est vrai aussi pour le tabac, mais à moindre échelle, c'est que les raisons pour lesquelles quelqu'un va manger trop ou mal peuvent être assez multiples. Par exemple, quelquefois, ça peut être un pur problème d'estime de soi. Et du coup, travailler sur l'addiction, si tu travailles pas sur la problématique qu'il y a derrière, ça tiendra pas. Et c'est pour ça notamment que les régimes yo-yo sont très très courants. Les gens ils perdent du poids parce qu'un régime ça fonctionne. Et on se dit pas, je vais aller voir un thérapeute pour mon régime. On va se dire, je vais voir un nutritionniste. Le nutritionniste te fait un plan de ce que tu dois manger. Bah, ça va marcher, en fait. Le problème, c'est que tu vas pas le respecter. Ou alors, les gens vont le respecter 2-3 semaines. Parce qu'ils sont en conflit avec eux-mêmes pendant ce temps-là. T'as des gens qui vont être en conflit avec leur rapport au plaisir, pour revenir à ça. Quelqu'un qui trouve son plaisir dans la nourriture parce qu'il a peut-être pas beaucoup de sources de plaisir dans sa vie, si tu lui enlèves ça, il déprime. Donc il préférera continuer à manger du sucre que déprimer. Tu peux avoir des personnes aussi qui, je pense à un cas que j'avais eu il y a quelques temps, c'est une personne qui avait fait plusieurs séances d'hypnose déjà pour essayer de perdre du poids. Elle était venue me voir en me disant, ça fait 2 fois que ça marche pendant quelques mois, mais je reprends du poids. Et donc c'était des séances d'hypnose assez classiques, hein, qui travaillaient vraiment sur le fait de mettre à distance le plaisir de la nourriture pour trouver d'autres plaisirs avec par exemple de la nourriture saine ou des choses comme ça. Donc ça, je me suis dit si ça n'a pas marché, je vais essayer de faire autre chose. Et j'ai demandé à cette personne, mais les 2 fois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les 2 fois, cette personne, il s'est passé un truc. Donc c'est dans la discussion que c'est venu. En fait, cette personne s'est retrouvée belle dans le miroir. Et au moment où elle s'est retrouvée belle dans le miroir, il y a eu un choc et elle a repris du poids.
Tu vois, typiquement avec l'hypnose, on peut trouver ça. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé, elle ne savait pas bien me répondre. J'ai mis en hypnose, j'ai demandé ce qui s'était passé et c'est ça qui est venu. Du coup, j'ai creusé un peu et je lui dis mais c'est quoi le problème à se trouver belle dans le miroir? Et cette personne, elle me dit si je suis belle, je suis désirable et c'est dangereux. Et en fait, il se trouve que cette personne avait subi des attouchements sexuels quand elle était adolescente. Et tu vois, je prends cet exemple-là pour dire qu'en fait, c'est compliqué de répondre à la question qu'est-ce qu'on fait pour un problème de poids? Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Parfois, c'est simple. Une personne, elle a juste eu des mauvaises habitudes alimentaires depuis son enfance. On va juste travailler un niveau comportemental et en fait, souvent, ça ira vite et c'est simple et ça tient. L'hypnose permet vraiment de changer des comportements de manière durable, ça fonctionne bien. Mais si le problème est autre, il faut déjà le trouver. Et parfois, c'est un problème qui va être beaucoup plus conséquent. Là, par exemple, pour cette personne, avoir un surpoids, c'était se protéger, c'était son identité, là pour le coup, de se protéger. Et être à nouveau désirable, c'était se mettre en danger. Donc on a vraiment travaillé sur ce traumatisme d'origine, on a travaillé sur son rapport à la séduction, sur son rapport au regard de l'autre, et on n'a jamais reparlé du poids. Mais il se trouve que tout doucement, sa silhouette a changé, mais en fait, c'était plus l'objet du travail, c'était indirect. Parfait, merci. Vincent, je sais pas si t'as une... Non, mais c'est important de préciser. Je te demanderai après peut-être un exemple de petite, pour nos auditeurs, pareil, hein, je suis un peu embêtant et redondant, mais est-ce qu'il y a un petit exercice type qu'on pourrait faire, notamment je pense au tabac, parce que c'est vrai que et peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont se dire, ben voilà, aujourd'hui je me lance, on va peut-être changer leur vie, ça va marcher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la maison? Et est-ce qu'il y a des choses très faciles à mettre en place pour essayer d'arrêter la cigarette? Je pourrais pas te proposer un exercice type pour ça parce que justement, ça va être un peu différent pour chaque personne. Si je prends l'exemple il y a un truc qu'on a proposé sur mon application, c'est qu'en fait, on va proposer aux gens de se créer volontairement une petite addiction, mais un truc tout bête, hein, pas un truc fort, pour qu'ils essaient de comprendre le mécanisme de création, pour qu'ils essaient d'identifier les liens avec leur addiction réelle. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu vas comprendre comment ça fonctionne à travers un exemple que tu crées de toute pièce. Donc c'est comme si tu démontais un puzzle pour voir comment ça fonctionne, quoi, grosso modo. Et souvent, ce travail-là, il est très aidant parce que tu vas réaliser ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Comment ça se connecte en toi, quels sont les liens émotionnels qui se font, c'est quoi l'impulsion que tu vas avoir quand tu vas, par exemple, consommer du sucre ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, tu vas pouvoir travailler sur ce qui se passe. Il y a des gens pour qui ça passe par une pensée, il y a des gens pour qui ça passe par une sensation de manque. Donc c'est très disparate en fait, mais il y a besoin d'analyser ce qui se passe en soi pour commencer à travailler vraiment dessus. Vas-y, Vincent. Et dans les addictions, il y a un problème d'habitude où on va fumer une cigarette à une certaine heure, manger du sucre. C'est rituel, oui. Il y a un côté de rituel et il y a une notion aussi de faire de la place pour mettre de nouvelles habitudes. Comment ça se passe? Quel est le procédé? Sur le côté comportemental, on va souvent aider la personne à se créer de nouvelles habitudes qui lui permettent d'atteindre ce qu'elle recherchait. Imaginons la cigarette du soir pour quelqu'un qui a besoin de se détendre une fois que les enfants sont couchés. Cette personne-là, elle a besoin de se détendre, elle n'a pas besoin de fumer, au fond. Mais fumer est son moyen de se détendre. Donc on va lui créer une expérience où elle pourra retrouver son état de détente sans passer par la cigarette. Comme ça, le soir, elle va créer un autre rituel. Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle atteint au moins le même état, au final, mais la dépendance à la cigarette va naturellement commencer à diminuer si on fait ça. C'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs aspects dans un changement, surtout avec les addictions. Il y a l'aspect comportemental, il y a les représentations aussi, c'est l'aspect de nos croyances, avec quoi j'ai grandi. Par exemple, je suis dans une famille où tout le monde est en surpoids, il y a une croyance en fait qui va se créer là-dessus. Je suis comme ça, génétiquement je suis comme ça. On sait aujourd'hui que la génétique c'est une part, mais c'est pas une part non plus déterminante. C'est une part. On peut très bien quand même. Enfin, il y a des gens qui ont le gène entre guillemets de l'obésité qui le sont pas, donc on peut le moduler en tout cas. Et il y a des gens qui peuvent vraiment modifier leur fonctionnement, mais en fait ils ont besoin de fonctionner leurs croyances pour ça. Tu vois, je prends un autre cas là-dessus. C'est une personne pareil qui avait essayé de faire plusieurs choses pour se détacher de ses addictions, mais ça revenait à chaque fois. Compulsion nourriture là aussi. Et en fait, cette personne, elle s'est rendue compte que c'était presque une sorte de loyauté familiale, c'est-à-dire que perdre du poids, ça serait ne pas être un bon fils pour ses parents, quoi, grosso modo, parce que ses parents sont en surpoids, ses frères et sœurs sont en surpoids, c'est la famille qui est comme ça. Donc c'était presque trahir sa famille. C'est une question de croyance. Tout à l'heure, avec le cas que je vous racontais, c'était plus identitaire. Il faut que je sois comme ça pour survivre. Donc parfois il y a même plusieurs strates. Hein. Il y a le comportemental et il y a les croyances et il y a l'identitaire. Donc ça c'est un travail un peu plus long. Et c'est marrant parce que tu cherches à créer un autre plaisir, mais pas à rendre justement la cigarette dégoûtante. Genre, tu sais pas non plus de Alors, mettre. on a essayé. Ah, ça marche pas? Ça a été essayé mais ça marche pas, ça tient pas. Ok.
En fait, le dégoût, ça va marcher souvent sur une toute petite durée. Donc, si on a un objectif très court terme, pourquoi pas, hein. Tu vois, par exemple, on pourrait très bien, avec un sportif à un moment donné qui prépare une compétition, l'aider avec ça, temporairement. Mais en fait, ça tient pas parce que le désir qui est derrière va se faufiler grosso modo pour revenir. Donc, à long terme, c'est même pas une très bonne idée. Ça crée souvent, là encore, hein, des effets yo-yo. Et c'est pas très bon pour le corps en plus de faire ça. Ça marche, nickel. Ben, en tout cas, je pense qu'on a été très complet. J'espère que... Je sais pas si tu as une question encore, Vincent, ou pas. On a quand même Non, parlé de c'était. santé mentale, d'hypnose, d'auto-hypnose, un peu de méditation. Non, Je mais sais pas. quel serait le conseil à 1000%, tu vois, on finit souvent l'épisode comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs de 1000%? Comme, ben, en tout cas, moi, je suis passionné par cette question des états de conscience et de l'hypnose. Peut-être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, cette idée je prenais la métaphore du voyage. Et je pense qu'aujourd'hui, on trouverait assez triste quelqu'un qui ne voyage pas. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui disent, moi, je suis jamais sorti de Il y ma en a région, plein. quoi, grosso modo. On s'en rend Il pas y en compte, mais il a. y en a plein, hein. C'est la majorité des gens, je pense, n'ont jamais voyagé, malheureusement, et pour des raisons aussi financières, hein. Parfois, c'est Oui, mais de financier, moins mais en moins. Enfin, Ah, mais souvent on, c'est on est dans un financier. pays C'est où, vrai. où tu vois une personne pourrait faire ne serait-ce que l'autostop. On est dans un pays où en tout cas ce genre de choses est possible. Mais en tout cas, je trouve que de la même façon qu'on a un élan et on a une curiosité pour voir le monde, parce qu'on sent bien, tu vois, on dit que les voyages forment la jeunesse, mais c'est vrai, on sent bien que un enfant qui va pouvoir voir d'autres cultures, c'est hyper enrichissant pour lui. Euh, et il n'y a pas besoin d'aller très très loin, quelquefois, quelques centaines de kilomètres, et on vit déjà une expérience qui est très différente, avec d'autres croyances, d'autres visions du monde, d'autres habitudes. Mais pour remettre ça, moi je pense qu'il y a un moment où je crois qu'on va considérer qu'il est tout aussi important de voyager psychiquement. Et pour le coup, il n'y aura même pas de problème ni physique ni de pollution, tu vois. C'est Là, ça, pour parce le que coup, il y a... les écolos qui nous écoutent, ils vont pas être contents, on le sait, hein. Il va y avoir le lobby là qui va mettre des commentaires, c'est pas grave, on les embrasse. alors que On le peut aller voyage loin avec un psychique, train, hein. Mm. c'est gratuit. C'est gratuit. Exactement. Ben voilà, en fait, voilà, je pense que cultiver le voyage psychique, c'est à mon avis un très très bon service à se rendre, que ça soit pour déjà par curiosité, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit humain, que ça soit pour la santé mentale, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de mieux se connaître et mieux se comprendre, c'est de la prévention. Et puis aussi parce que quelque part, c'est le plus grand mystère de l'humain, c'est son cerveau, c'est qu'est-ce qui se passe en nous, ou la conscience, hein. Moi, je dis cerveau, on pourrait l'appeler différemment. Tu parlais de Steve tout à l'heure qui va parler de conscience, mais je pense qu'on parle à peu près de la même chose quand on dit ça. C'est quoi être humain? Et je pense que les états de conscience sont un moyen vraiment privilégié d'explorer ce que ça veut dire être humain. C'était parfait, je pense, comme mot de la fin. Magnifique. On retrouvera de toute façon tous tes liens en description, tu nous enverras tout ça, on le Ouais, avec mettra plaisir. en bas. Et est-ce qu'il y a peut-être un livre qu'on pourrait conseiller? C'est vrai qu'on aime bien aussi poser cette question. Est-ce que tu as écrit en plus pas mal de livres, peut-être un à toi et un de quelqu'un d'autre, pas forcément sur l'hypnose, mais un livre qui t'a marqué? Alors, bah, moi, je viens de publier un livre qui s'appelle Faire la paix avec ses émotions, qui est paru aux éditions Le Duc, là, tout récemment, pour le coup. Et donc, c'est plein d'expériences d'hypnose, d'auto-hypnose pour explorer ses émotions. Donc, il y a une quarantaine d'expériences, je crois, dedans, quelque chose comme ça. Et c'est très accessible pour tout le monde. Donc, c'est un cours de cerveau, un cours d'émotion. L'idée, c'était qu'est-ce qu'on aurait dû apprendre à l'école en tant qu'être humain, en fait, pour savoir ce que c'est une émotion et vivre à l'aise avec ses émotions. Et puis après, bah, s'il y a des gens qui veulent s'intéresser vraiment à ce qu'est l'hypnose, il y a plein de livres qui sont vraiment passionnants sur le sujet. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu sur l'hypnose, mais comme tu me demandes qu'est-ce que je pourrais conseiller, c'est un livre qui s'appelle Transformation en 2 mots, qui est un mini cours d'hypnose qui avait été adapté en livre par un thérapeute un peu fou, maintenant qu'il doit être assez âgé maintenant, mais assez génial en même temps que fou, qui s'appelle Richard Bandler. Donc voilà, c'est un livre très simple d'accès pour comprendre ce qu'on apprend quand on commence à apprendre l'hypnose. Bah, super. Ben, merci beaucoup en tout cas, Kevin. Et bon, Pacton, toujours merci à toi, hein. Ben, merci à nous aussi. Et merci aux auditeurs de nous avoir Merci à vous. écoutés. Et à très vite pour un nouvel épisode. Merci Kevin, salut. Merci.